expliquer ça. C'est notre co-animateur ce soir qui a passé à Radio-Canada. Ça apprécie, Stéphane. Incroyable. Je t'arrête de mettre mon veston ce soir encore. Là. Ben oui, ben oui. Hey, Jason, merci beaucoup encore d'être là. Merci Stéphane aussi. Ferme pas ta caméra même quand tu vas faire un petit quelque chose on the side, Jason, parce que ça change comme toute la disposition. C'était presque une joke des années 90. Et ça, c'est l'extrait que tu voulais qu'on écoute de la semaine dernière. Une espèce d'offre et de demande. On va commencer par ça va nous ramener dans le bain. Des jeunes hommes musclés, motivés. Puis dans l'affaire récente, ben, on a besoin de monde, on prend n'importe qui. C'est une bonne lecture, je pense. On voit surtout la professionnalisation. Là, ils ont engagé probablement des firmes de communication. Ouais. C'est vraiment pas fait à la botche. Là. Il y a du budget. Là. Ouais. Donc ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est une vidéo que si vous avez ostiné avec quelqu'un sur Facebook dans le dernier mois, à propos de l'Ukraine, je vous bête un 2$ que la personne elle vous a sorti ce vidéo. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois. C'est incroyable. Je pense que le gars de le Libre Média sur Twitter me l'avait envoyé, celui-là, je pense. Oui, ça c'est... pourquoi l'Ukraine, c'est la faute de l'Ouest? L'Ouest est en nous. Vidéo de John Mearsheimer. 23 millions de vues. Ça a été publié en 2015. Avant la guerre, ce vidéo-là avait genre peut-être comme 100 000 vues, gros max. Ouais. Il n'y avait pas de 23 millions de vues. Là, en front, t'as mis... parce qu'on est comme par-dessus. Le gouvernement russe... Ben oui, j'ai mis les affaires de la semaine passée pour pas qu'on soit par-dessus. Ça a été repris à plein de places. Tu veux dire que je fasse ça comme ça? Les occidentaux l'ont repris. Mearsheimer, que sa carrière était un petit peu sur le neutre depuis une couple d'années. Il y a soudain un regain. Là. C'est comme, il est devenu un peu le gars qui explique pourquoi il y a une guerre en Ukraine en ce moment. Et c'est pas, je tiens à maintenir, Mearsheimer n'est pas un pro-russe. Le problème, c'est que son discours a été récupéré par la Russie parce que son discours fit avec ce que les Russes veulent. Puis la situation n'est pas pareille il y a 6 ans que maintenant. Là. Il y a peut-être... non, en fait, qui a raison, le gars. Curieusement, son propos, même si je suis à 110% pas d'accord avec lui, c'est la même chose. Il a fait cette vidéo-là, c'était après que la Russie avait annexé la Crimée, la partie au sud de l'Ukraine, et que la Russie disait « Ah, on fait ça parce que l'Ukraine est une menace pour nous. Ce que je veux faire, en fait, ce soir, c'est voir un peu là, la relation entre l'OTAN et la Russie. C'est un peu là, la thèse de ce gars-là. Mearsheimer, c'est qui? C'est un expert en relations internationales de ce qu'on appelle l'école néo-réaliste. Il a dit néo-réaliste. Je vais expliquer ça brièvement tantôt. Il y a plusieurs écoles en relations internationales. Lui, il est de l'école néo-réaliste et il était surtout connu en 1991 quand l'URSS s'est effondrée. Parce qu'il a dit, OK, maintenant, il n'y a plus comme une espèce de paix figée mondiale entre deux superpuissances qui font compétition. Là, maintenant, il va y avoir plein de nouveaux pays qui vont venir, qui vont vouloir être big puis être les superpuissances. Fait que ça va faire comme une espèce de monde chaotique avec beaucoup de guerres, etc. C'était la thèse de John Mearsheimer. C'est pour ça qu'il a été connu. Il est aussi connu, moi, by the way, quand tu fais des sciences politiques, là, on t'oblige quasiment à lire lui. Là, il est comme incontournable. Mais c'est quand même quelque chose de très actuel aussi. L'ONU, puis l'OTAN, puis la Russie, c'est lui, son école, c'est ce qu'il voit. L'école néo-réaliste, ce qu'elle explique, c'est que le monde est anarchique à la base. C'est vraiment, c'est très... anarchique, notez ça. Il a dit anarchique. Néo-réaliste, anarchique. S'il n'y a pas d'État fort, moi puis toi, on va comme s'entretuer pour bouffer domicile. Mais l'anarchie, ça ne veut pas nécessairement dire ça. Là. C'est pas l'anarchie, by the way, c'est pas l'anarchie au sens politique de gauche. Dans le chaos l'anarchie au sens, la racine du terme. Chaos chacun pour soi, il n'y a pas d'ordre. Il je comprends. Il n'y a pas de respect. Parfait. C'est chacun pour soi. Et lui, il voit les relations internationales comme ça. Il fait partie d'une longue tradition que je vais parler tantôt et qui a, selon moi, façonné la guerre froide et la situation un peu dans laquelle on est là. J'ai mentionné, lui, il est de l'école néo-réaliste. Des gens comme moi puis toi, Tommy, on est plus de, je dirais, l'école postmoderne. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est les discours. Je suis pogné avec deux postmodernes. C'est d'expliquer le monde. On s'explique le monde en se disant
La Il y en a raison un pour des les deux gens qui font veut te ces chatouiller, actions-là, le c'est gars. qu'ils pensent expliquer de telle façon comment fonctionne une affaire, pourquoi c'est comme ça, puis comment ils doivent agir. Bon, Fait que ouais, c'est pour ça c'est qu'on a dit à plus douter déterminé que inné, mettons. Ouais, c'est ça, mais c'est Ok. ben, pas nécessairement déterministe, mais comme, tu sais, comme c'est ça la mission de douteux, là. Ouais, ok, ça me va. C'est de poser la question pourquoi ça se passe, Ouais. surtout des discours, tu sais, que ce soit des films, de la musique, des BD, des livres. C'est tout le temps des discours, là. Au-delà de dire des guerres, souvent avec des Non, fusils, je suis ben, d'accord, avant ça me va, ça me va. ça te va, là. Mearsheimer, c'est pas ça. Mearsheimer, c'est vraiment, tout ça, c'est du blabla qui a aucune importance. À la fin de la journée, c'est qui a la plus grosse armée? J'espère que tu es d'accord avec ce que je dis, Stéphane, parce que j'ai pris ça dans un... Jusqu'à date, il n'y a aucun problème. Quand j'ai révisé pour faire cette chronique-là, c'est un de tes livres que j'ai pris, là. Oh, wow! C'est les armes nucléaires. La peur de l'annihilation nucléaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de grosse guerre. La Bible des Ben, aériens. pourtant, En il y a réalité, plein c'est de pas ça qui grosses se passe. guerres tout le temps. là. C'est ça, mais en réalité, C'est ce qui se ça. passe, c'est qu'il y a tout le temps des petites guerres. Ouais, c'est Fait ça. qui sont... Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va Peut-être s'intéresser à qu'on peut se l'évolution. parler un petit peu. On va revenir à Nota Ouais, Bene juste- ensuite. Juste avant de recommencer ça, parce que plein de trucs intéressants que Jason disait la semaine passée, puis justement, Tommy, quand tu voulais que je vienne, je me disais, tiens, le but, là, c'est pas de réfuter du tout ce que Jason disait, c'est plutôt de remonter à l'origine de tout ça. OK. C'est pas-tu une des questions que souvent on a quand on est, tu sais, quand t'es en relation internationale, tu sais, c'est une variation du ou une autre. Péloponnèse, Stéphane? Pardon? Tu es venu nous parler du Péloponnèse, c'est-à-dire Non, remonter on va aux sauter origines? le Péloponnèse, la guerre du Ah. Péloponnèse. On va aller plus loin, puis ensuite on va revenir un peu plus proche. Mais c'est ça, c'est une des questions qu'on se fait souvent poser, c'est, puis de ce temps-ci, tu sais, comment ça se fait qu'il arrive des trucs comme en Ukraine? Comment ça se fait qu'il y a de la guerre? Tu sais, c'est une question fondamentale de relations internationales. Qu'est-ce qui permet qu'il y ait de la guerre dans les relations internationales? Puis on peut-tu faire quelque chose contre ça? Y a-t-il moyen de sortir de cette situation où effectivement on se paye une grosse guerre à tous les 20, 30 ou 50 ans? Là, tu sais, et c'est là-dessus que je vais vous convier pour le bloc qui suit. Parce que je sais d'abord d'une part que beaucoup de gens ici aiment bien la philosophie ou aiment bien ce genre de réflexion-là, dans la mesure où c'est raconté de manière intéressante. Tu sais, c'est pas, ça peut être facilement plate. D'ailleurs, à partir de maintenant, Tommy, je t'avertis, c'est interdit de faire des blagues. Là. Il n'y a aucun humour que je t'autorise dans l'heure qui vient. Fait que c'est ça, je suis allé chercher 5 personnes, 5 auteurs, 5 penseurs, dont plusieurs d'entre eux sont à l'origine de ce que disait Jason tantôt. Jason parlait des néo-réalistes, Oui. qui sont effectivement opposés aux postmodernes comme Oui, vous, oui. qui sont pas Puis, non puis plus même, comme les ça avait l'air d'être comme assez récent aussi. Là, le néo-réalisme, c'est ça avait l'air d'être une doctrine qui implique un petit peu comme une planète finie. Là. On n'a plus comme de gros continents à aller découvrir. Les forces sont en train de stagner un petit peu, oserais-je, là, genre. Ouais, puis en fait, vois-tu, le nom le dit néo-réalisme, c'est parce qu'il existait avant quelque chose, qui existe encore aujourd'hui, une autre école de relations internationales qui s'appelle le réalisme. OK. Et le réalisme a une tradition intellectuelle, philosophique très ancienne. En fait, on va remonter très loin aux origines du réalisme. J'aime ça. Puis on va aller voir d'autres gens aussi qui ont des pensées un peu alternatives. Malheureusement, tu sais, j'aurais bien voulu mettre des marxistes ou des critiques, mais on gardera ça pour une autre fois. On va aller voir les libéraux. Qu'est-ce que les libéraux ont à nous dire aussi là-dessus? Juste pour placer des débuts de réponse aux questions que soulève la guerre en Ukraine actuellement. Puis merci à Jason de m'avoir lancé le défi parce que, comme on disait au tout début de l'émission, Jason était dans mes cours il y a un petit bout de temps. Il y a quoi? Ça fait 15 ans, 15-20 ans, Jason? 2008-2009. 2008-2009, c'est ça. Oh, Puis ouais. maintenant, aujourd'hui, je vois mon ancien étudiant qui est en train de me dépasser. Là, fait que c'est... Oh! Veux pas, ça fait des Non. blessures dans le bas de l'ego. Ben, en même temps, c'est toi qui l'as formé, hein, tu peux en être fier, prendre un petit peu du Ouais, crédit. j'ai contribué là, un petit peu. Mais Donc là, tu as vu ça comme une espèce de tremplin pour essayer de développer sur ce que lui avait amorcé comme réflexion. Exactement, parce que c'est intéressant comme truc ce qu'il dit, tu sais, pour qu'un penseur comme John Mearsheimer arrive à la conclusion que c'est de la faute de l'Occident, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, tu sais,
c'est quoi la logique derrière tout ça? On va monter la logique très ancienne. Donc, je vais vous montrer, je vais vous présenter 5 auteurs ce soir. Certains dont vous connaissez le nom, vous avez déjà entendu parler. Le premier, Alexis Cossette-Trudel, vous l'avez souvent mentionné, donc on va aller le voir enfin. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce bonhomme-là. D'autres comme Machiavel, c'est un nom qu'on connaît. Moins connu, Thomas Hobbes ou le président Woodrow Wilson. Donc on va aller voir tous ces gens-là, puis on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Ukraine. On démarre ça avec Sun Tzu. Et l'excellent Nota Bene, merci. Très bon Nota Bene, oui. Oui, merci vraiment beaucoup, Jason et Stéphane, de vous prêter à ce jeu-là. Donc, vous aurez compris qu'on est en train un petit peu de réfléchir à un cadre qui aurait peut-être mené à une guerre qui présente la conspiration d'une manière totalement différente. Je me considère privilégié d'avoir des personnes qui connaissent autant bien leur domaine et qui se sentent à l'aise ici de développer quelque chose parce que c'est grand, les dérives et tout. Donc, comme Stéphane vient de dire, on va sûrement moins rire, on va apprendre, ça va être pédagogique. Merci beaucoup à vous deux, messieurs. On se lance dans la chose. Il y a un livre des Vikings, je les connais. De la guerre en Chine ancienne, durant une période que vous êtes nombreux à apprécier, celle des royaumes combattants, lorsque les réflexions de stratégie militaire commencent à se développer au sein d'une Chine morcelée en plusieurs États indépendants. Et forcément, quand on parle Chine, stratégie et guerre, on pense tout de suite à un très célèbre personnage de l'histoire chinoise, Sun Tzu en bon français, qu'on appelle Sun Tzu en chinois, et son fameux livre, le Sun Tzu Bing Fa, ou L'art de la guerre de Maître Sun. La célébrité actuelle de ce texte n'est plus à prouver. Il est utilisé à toutes les sauces, qu'il s'agisse de livres de géopolitique, de films, de blogs ou de discours politiques. Ce texte est aussi devenu depuis plusieurs années déjà un fonds de commerce particulièrement lucratif pour les dirigeants d'entreprises. Sun Tzu, c'est un peu comme le bon copain sage qui t'apporte des réponses à toutes les situations de la vie quotidienne. Et bien sûr, il fait partie du top des citations sur le net, avec par exemple la célèbre phrase « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Le plus souvent, cependant, les textes de Sun Tzu sont décontextualisés, idéalisés et réemployés pour d'autres fins. On va donc profiter de cette vidéo pour revenir aux fondamentaux en remontant aux sources du texte, du personnage, et on va suivre l'histoire de sa transmission jusqu'à nos jours. Allez, on plonge autour de l'an 300 avant notre ère et même quelques siècles avant dans le cœur des grandes batailles chinoises, quand tous les coups étaient permis pour avoir la victoire. Et je vous préviens, ça va être fun. Je suis capable. Les combattants gentlemen. On ne le dira jamais assez, 221 avant notre ère, c'est une date primordiale de l'histoire de la Chine. Après des siècles de guerre entre États rivaux, on retrouve enfin une harmonie sur Terre, avec, au centre du monde, le premier empereur, fils du ciel, doté d'une administration capable de gérer l'immense territoire occupé par des milliers de personnes. En fait, cette unification fait écho à la paix qui existait durant l'hégémonie de la dynastie des Tsu occidentaux et le début des Tsu orientaux, entre 1100 et 700 avant notre ère environ. Une période considérée comme bénite pour les historiographes chinois, très loin de la période des guerres constantes, comme cela sera le cas dès le 5e siècle avant notre ère. Les batailles rangées sont avant tout des guerres aristocratiques et ultra ritualisées. Les armées étaient privées, au même titre que les armées féodales levées durant l'Europe du Moyen-Âge. À la demande du souverain, les nobles, issus de lignées lointaines, recrutaient des fantassins armés, essentiellement des paysans considérés comme moins importants que le bétail. Le résultat, c'est des armées qui peuvent osciller entre 20 et 1000 hommes. La plupart du temps, elles sont désorganisées, et c'est franchement pas ouf. Mais c'est pas très grave dans la mesure où la victoire se règle surtout dans le combat rituel entre les nobles de haut rang. En fait, pour eux, c'est le meilleur moyen d'accroître le renom de leur clan, d'obtenir des titres ou encore des privilèges, à condition bien évidemment de bien faire la guerre en faisant preuve de bravoure, de courage, de grandeur d'âme, de ne pas s'abaisser à la duperie et d'observer un respect de l'étiquette. Ce qui bien entendu va passer par des duels entre guerriers nobles, un petit peu comme dans l'Iliade quoi. Et ça va donner des situations assez étonnantes, on va dire. Le char, par exemple, fait son introduction comme élément de combat autour du 10e et 9e siècle avant notre ère. Sur le champ de bataille, c'est évidemment un signe social distinctif. Lorsque deux chars se croisent sur un champ de bataille, eh bien, le premier des guerriers qui décoche une flèche doit attendre que l'autre fasse de même avant d'enchaîner. Même s'il meurt, en gros, on se trucide, mais avec politesse.
Nous sommes donc aux antipodes de la période où Swense rédige son texte. Messieurs, Dans un tirez les univers premiers. à la logique hasardeuse où ce sont les exploits qui comptent plus que le nombre de combattants. Et comme le dit si bien Jean Lévy, expert de ces sujets, c'est une période qui tente l'impossible synthèse entre l'efficacité pratique, gagnée en massacrant, et la ritualité, gagnée avec panache. Bien sûr, tout ça va changer quand la maison royale des Tsu va petit à petit, puis de plus en plus rapidement, perdre son autorité. Ben oui, mais t'as vu, c'est quoi qu'ils font? C'est comme toutes les traités de Autour guerre, de 700 voyons avant donc. notre ère, Ça la arrête pas succession de d'être mauvais choix pété. politiques va mettre en péril l'autorité suprême de la maison des Tsu. Bon, Le centre royal se réduit brosse-la et la de marde, nouvelles ça. principautés dirigées par les hégémons, des chefs de clan, commencent à prendre leur essor. Ce sont ces puissances qui vont prendre de plus en plus de pouvoir, tentant par différentes stratégies politiques d'étendre leur territoire. Ben oui. On entre ainsi dans une toute autre période, et cela va s'observer surtout avec des changements dans la constitution d'armée. Au fur et à mesure que nous arrivons à la fin du 5e siècle avant notre ère, les affrontements se multiplient entre les principautés, avec dissensions internes et conquêtes de territoires. De nombreux clans surgissent des ombres, et à la tête des armées des Qin, des Tsin, des Chu et des Wu. Et dans ces clans émergent de grands officiers de carrière qui acquièrent Il n'y un avait poids pas les considérable. Tremblés aussi, il me Ils semble. vont Il y avait une gang de finalement Tremblés à remplacer cette au fur et à époque-là. mesure Mais le c'était rôle pas un de clan noble très d'autrefois. important. Ces grands il était généraux autour doivent d'un assurer lac, une logistique précise perdu des dans le armées nord qui de la Chine. s'agrandissent. Celles-ci sont d'ailleurs composées de troupes légères et lourdes, très disciplinées, organisées en sections et bien entraînées. Les soldats sont âgés de 16 à 60 ans. Il y a également des corps d'élite, capables, dit-on, de faire des marches de 300 lits sans se reposer. Alors 300 lits, ça vous dit peut-être rien, hein, mais c'est quand même la distance entre gros dortoir. Paris et Blois. Imaginez Ça un me peu dit pas l'état des plus pieds en qu'autre arrivant. chose. Ces armées se déplacent au On gré peut des pas saisons l'avoir en pour faire kilomètres. campagne. Sont cuirassés, équipés C'est en vrai que armes, Blois, et ça ne nourris. dit pas grand-chose. À ce Bah, stade, allez checker les ça, groupes ouais. de fantassins atteignant bien souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de soldats en fonction des périodes, devient un élément déterminant pour la victoire. Et il en va de même pour les innovations technologiques, car il ne faut pas oublier que nous sommes à une 185 époque kilomètres. très florissante de l'économie Ah. et du commerce. Suivant un code pénal très sévère Les destiné à armées de contrôler Napoléon la ont fait ça à un population, moment donné et aussi surtout durant la les campagne paysans, de soit presque Oh 90% shit, de cette hein? population, Stéphane, les il États commercent dit, entre eux, moi aussi, je s'échangent connais des... des soieries, Ouais. du sel, du poisson séché, du fer, du bronze et bien d'autres biens. Les Ah, restaurants, les salles de musique et les maisons closes animent les grandes capitales des États. Et on parie sur des matchs de tsuju, une forme de football à la chinoise, pour entraîner les militaires. Entre les années 600 et 400 avant notre ère, on voit ainsi apparaître plusieurs mutations dans les équipements militaires, avec une véritable industrie dédiée à la guerre. La fonte Et ça du fer dégage fait son des ondes, apparition ça. Hein? C'est progressive, comme remplaçant les l'actuelle armes lourdes en bronze. technologie-là. Les mais là, on arbalètes n'était pas loin de répétition se l'argonite développent, russe hein, tandis qui qu'on commence permet à de délaisser le char de contre-attaquer. combat par des armées de mieux en mieux organisées. De même, la cavalerie, une coutume influencée par les peuples de la steppe, Check le est beau pour chevaux. certaines principautés du Nord une efficace et redoutable Mais puissance ça, il de faut pas frappe. que tu mettes Les des soldats madames apprennent l'art protestataires subtil devant. de tirer Là. des flèches Non, au galop, jamais. tout en portant le pantalon, une influence d'Asie centrale. Enfin, les textes anciens font référence à un arsenal impressionnant d'armes de siège et de jets très sophistiqués. Dans un traité de stratégie du 4e siècle avant notre ère, on trouve une liste complète de tout ce qu'il faudrait avoir pour la victoire à coup sûr. Parmi lesquels, montées sur roues, 36 machines d'assaut blindées, Oh! 36 balistes Blindé, là, géantes à blindé. triple répétition montées sur support tracté, 140 engins d'assaut de support des ailes équipés de Mais batteries non, mais vous d'arbalètes. arrêtez pas de chialer, il faut pas dire cheval, il faut dire chevaux. On vient de voir un chevaux. Avec Voyons. piquier et hallebardier. Et pour la défense de Arrête pas de forteresses et de chialer. villes, on place des clous creusés en avant, on dissimule des pics courtes rectangulaires, etc. OK. Quelqu'un Bref, qui dit dans le chat, imaginez le j'ai carnage, traversé la Alors map autant de vous dire Assassin's que les Creed anciens codes Odyssey chevaleresques à la mer. avec deux nobles qui s'affrontent avec respect, bah, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Les hauts responsables Les doivent éviter de Ouais. s'engager dans la bataille parce qu'il n'y a pas de gloire à mourir au combat. D'ailleurs, un certain Wuji aperçoit un jour un de ses officiers s'exposant sur le champ de bataille pour trancher quelques têtes. Et bien, résultat, le général ordonne la décapitation de son officier pour lui avoir désobéi. Ça rigole pas. Désormais, donc, l'objectif, c'est Tabarnak, d'éviter hein? à tout prix Mon la bataille fame en à moi, détruisant buddy. par la ruse et par les capacités de surpasser technologiquement son adversaire. On va donc inonder les villes en détournant des fleuves, on brûle, on pille des territoires, on va massacrer sans hésitation des villes entières sans distinction. Bref, en déshumanisant les combats, la violence devient omniprésente à chaque occasion de conflit entre deux principautés.
C'est dans ce contexte où les décès se comptent par milliers que des penseurs tels Confucius font leur chemin jusqu'à l'oreille de tel ou tel roi, dénonçant violemment le caractère futile des guerres. Ainsi, le philosophe Muotsu affirme ceci. Si un homme tue un innocent, lui dérobe ses vêtements, ainsi que sa lance et son épée, il commet un crime plus grave qu'en s'introduisant dans une étable pour y voler un bœuf. N'importe quel homme sensé sait que c'est mal et que c'est inique. Mais lorsqu'il s'agit du meurtre commis en attaquant un pays, on n'y voit aucun mal. On applaudit et on parle de justice. Peut-on dire que cela s'appelle savoir ce qui est bien et ce qui est mal ? D'autres intellectuels se manifestent avec notamment le développement d'une autre forme de littérature, les traités de stratégie militaire ou l'art subtil de remporter la victoire avec un minimum de sang. Ils sont nombreux. Citons ainsi le traité militaire de Maître Wu, les 3 ordres stratégiques de Maître Pierre Jaune, et bien sûr, le très célèbre L'art de la guerre de Maître Swan. Et du coup, on va pouvoir s'y intéresser pleinement dès maintenant à ce fameux art de la guerre. C'est vrai que Mais avant toute l'introduction chose, était longue. question qu'on doit se poser, est-ce que Sun Tzu est un personnage fictif ? Il n'y a pas de vrai consensus sur le fait qu'il ait bien existé, hein, et on va clairement pas apporter la réponse définitive dans cet épisode. Ouais, c'est pour ça que je l'aime, lui. Personnage. Il est Mais pas, on va quand même aborder un pédant dans ses affirmations. D'abord, à cette époque, on ne signait pas les livres. Cette pratique est venue plus tard, ce qui évidemment n'aide pas. Ensuite, la plus ancienne biographie consacrée à Sun Wu, Sun Tzu étant en vérité son nom honorifique, est celle contenue dans le monumental Mémoires historiques, une première somme systématique de l'histoire de la Chine. Rédigé par Sima Tan et Sima Qian vers l'an 100 avant notre ère, à la cour de la dynastie impériale des Han occidentaux, la biographie indique qu'il aurait vécu autour de 512 avant notre ère, à l'époque des printemps et automnes. Originaire de l'état de Qi, Sun Tzu aurait alors été introduit à l'état de Wu auprès du roi Ronu grâce à ses écrits. Quoi, il n'y avait pas d'image de dinosaures dedans? Ses armées, ayant amené la victoire face aux puissants Chu. Il est ainsi fait mention d'un échange avec ce roi qui veut voir de ses yeux l'efficacité des méthodes du stratège. Il lui demande alors si les femmes peuvent devenir une armée. Sun Tzu lui demande de convier les maîtresses du roi, qui étaient fort nombreuses, leur demandant de suivre ses instructions. Seulement voilà, les 2 favorites du roi placées à la tête de l'armée n'écoutent pas les ordres car elles pensent que c'est un jeu. Erreur fatale, elles se font décapiter pour leur manque d'implication dans l'affaire. Inutile de vous dire qu'après ça, tout le monde flippe et se met en rang. Alors, c'est bien beau, cette histoire, mais il y a quand même un truc qui colle pas. Premier problème, c'est que l'époque correspond pas du tout à ce qui a été décrit en termes de structure de combat rangé. D'abord, il aurait été impensable à cette époque qu'un général prenne la place d'un souverain pour diriger une armée. Ensuite, les armées dont parle le soi-disant Sun Tzu sont composées d'opérations tactiques capables de manœuvrer de façon indépendante et coordonnée des armées, ainsi que d'exécuter sur le champ des ordres transmis par des sonneries, des gongs, des tambours, des pavillons et des bannières. Ce qui correspond à une structure décrite durant les royaumes combattants qui débutent vers 450 avec le nez vers la avant gauche. avec l'intensification des combats entre les royaumes. Et autant dire qu'avant cette période, les troupes de paysans engagées sont incapables de telles manœuvres. Mis à part peut-être pour l'appel de la soupe. Et c'est pourquoi de nombreuses critiques vis-à-vis de l'authenticité de ce personnage commencent à apparaître au temps de la dynastie des Song au XIe siècle. Et vu que le personnage n'est cité nulle part dans les annales de l'époque, certains disent qu'il aurait tout simplement jamais existé. Faut bien comprendre que pour l'histoire de la Chine ancienne, on repose sur 2 types de textes. Ceux conservés dans les bibliothèques impériales et qui sont copiés et transmis de dynastie en dynastie, et les textes découverts dans les tombes. Parce que oui, c'était courant de s'enterrer avec des textes de philosophie, de stratégie et même de loi. Et ces textes, ils ont jamais été remaniés ou révisés pour se conformer au désir de tu vas avoir ton livre que tu viens de commander sur le Feng Shui. Qui permet de se faire une idée de ce qui s'est réellement passé. Ainsi, en 1972, on découvre dans une tombe du début du 2e siècle avant notre ère un exemplaire de l'art de la guerre. La tombe révèle le nom d'un espion décédé en 312 avant notre ère, et là, ça colle parfaitement à l'époque de ce qui est écrit dans le livre. Comme le souligne à nouveau l'orientaliste Jean Lévy, il est fort à parier que le texte dans la version que nous avons est le bilan de réflexions stratégiques qui sont transmises oralement avant d'être mises à l'écrit dans un manuel cohérent et rédigé pour être présenté au roi des différents États. Finalement, le peu de savoir qu'on a sur ce personnage nous oblige vraiment à le classer dans la catégorie des auteurs incertains, on va dire. Mais il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que la structure très cohérente du texte, elle laisse à penser qu'il y aurait bien un seul individu qui ait composé l'art de la guerre.
OK. Ah, OK, des notes, là. d'habitude, Bon, ça te trompe pas. après tout là. ça, comment on doit faire la guerre d'après Sun Tzu? Alors, autant dire qu'il y aurait matière à alimenter plusieurs on y vidéos, arrive. donc ici on va se concentrer sur l'essentiel. Sun Tzu part d'une évidence. La guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décide la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de la disparition. Oh, Pour tabarnak. gagner, il faut savoir manier l'art subtil d'inquiéter l'adversaire, afin de le conduire à capituler sans verser une seule goutte de sang. Oui. Et rien ne résume ainsi mieux le traité que cet extrait. Capable, passez pour incapable. Prêt au combat, ne le laissez pas voir. Proche, semblez donc loin. Loin, semblez donc proche. Avide d'un avantage, défendez-vous. S'il est fort, évitez-le. Coléreux, provoquez-le. Méprisant, excitez sa morgue. Dispo, fatiguez-le. Uni, semez la discorde. Attaquez là où il ne vous attend pas. Surgissez toujours à l'improviste. En gros, il faut toujours perturber l'adversaire et avoir un bon Doliprane quand on fait chauffer les neurones. Le traité est ainsi divisé en 13 chapitres, chacun explorant des thématiques différentes. Le texte s'ouvre avec les supputations où l'on trouvera un condensé de la réflexion générale de Maître Swen. Il explique alors que la guerre est associée à 5 facteurs. Premièrement, la vertu, pour suivre le chef jusqu'à la mort sans crainte du danger. Deuxièmement, le climat, pour ne pas se mettre sous la neige. Troisièmement, la topographie, pour connaître les distances et la nature du terrain. Quatrièmement, le commandement qui doit être impartial, perspicace, humain, résolu et sévère. Enfin, cinquièmement, l'organisation générale avec un respect de la discipline, de la hiérarchie et de la logistique. En règle générale, Sun Tzu préconise toujours la victoire immédiate plutôt que la guerre d'usure, qui laisse souvent des traces après le conflit. Et pour ça, il faut bien se préparer. Dans les opérations correspondant au chapitre 2, il est ainsi rappelé l'importance de disposer de 1000 quadriges rapides, 1000 fourgons à caisse de cuir, 100 000 soldats cuirassés J'aime et ça, de les vivres en recettes. suffisance pour nourrir une armée évoquant un milieu de sa base. Donc là c'est clair, il n'y a pas de place pour les faibles, seuls les États riches sont victorieux. Ce qui pourtant n'a pas toujours été une constante dans l'histoire. À ceci près quand même qui met le doigt sur un truc, c'est la bienveillance dans le traitement des prisonniers de guerre, dans le respect des vaincus. Pour lui, c'est très important pour assurer la stabilité après le conflit. On ne gagne pas sur un terrain rempli de cadavres. Autrement dit, il faut soumettre l'ennemi sans ensanglanter la lame. Dans ce but, il y a évidemment une stratégie plutôt bien huilée. Il convient de commencer par attaquer les plans de l'ennemi, d'où le fameux « connais ton ennemi » pour ne jamais être surpris. Ensuite, on peut attaquer ses alliances, puis ses troupes. Et enfin, et en dernier recours seulement, ses villes. Chaque armée doit être mobile, prête à se déplacer rapidement, à surprendre l'adversaire tel un joueur d'échecs. C'est là où rentre en scène l'expérience d'un chef de guerre aguerri. Un vieil adage cité dans le chapitre 12, l'avant-dernier, veut que le souverain avisé projette la victoire, le bon général l'exploite. Le commandant est capable d'user de la ruse, d'espion et du mensonge pour la victoire, tout en incendiant des terres entières quand c'est nécessaire. Comme personne d'autre, il se doit de flairer le danger, de savoir organiser ses plans de bataille, et plus encore, il doit toucher le cœur de ses hommes. Voilà donc ce que nous dit Sun Tzu dans le chapitre 10. Pour peu que leur chef les aime comme un nouveau-né et les chérisse comme un fils bien-aimé, les soldats seront prêts à le suivre en enfer et à lui sacrifier la vie. Tout ceci nécessite évidemment une incroyable capacité de calcul et d'adaptation. L'État victorieux gagne par la capacité à ordonner ses plans d'attaque, à gérer l'après-conflit, et plus essentiel encore, à contrôler par la loi son peuple. Tels sont les préceptes principaux de ce traité finalement assez court, proche de la morale confucéenne dans son éthique et qui apporte comme bien d'autres textes similaires des conseils avisés propres à une époque où l'on veut réformer les techniques de bataille. Alors, si c'est surtout du bon sens qu'on retrouve ailleurs, pourquoi Sun Tzu est si célèbre de nos jours? Ben oui, c'est pas juste à cause d'Alexis certain. Parce que là... Le traité de Sun Tzu est déjà connu au temps de l'accélération du processus d'unification des Qin. Ran Fei-Tzu, alias le prince lettré, est un habile penseur politique qui a l'écoute de Ying Tseng, futur premier empereur de la Chine. Il dresse un éloge complet de l'art de la guerre en proclamant que tout souverain devrait en posséder une copie. Et c'est sans doute pourquoi le livre échappe à l'autodafé impérial de 213 avant notre ère et qu'il survit aux périodes plus récentes. L'autodafé de 213, c'est un épisode de l'histoire chinoise. Vidéo que vous allez voir ce soir, ils vont toujours vous dire
Il y a tous plein les bouquins qui de ne vont pas dans personnages son sens, célèbres dans et l'histoire en qui ont termes lu ce même livre-là, puis c'est vivants, à l'origine de des leur hommes de succès. lettres qui, C'est là la même encore, chose collent pour pas Sun trop à Tzu. sa vision des choses. OK. Plutôt sympa. En 80 avant notre ère, on fait usage du livre C'est de l'art comme de la un guerre film dans un apprécié débat par les destiné à critiques, réformer là. l'administration de l'Empire. Exactement, c'est ça. Vers C'est un 500, classique. 2 éditions au moins circulent. On le retrouve ensuite dans des encyclopédies et dans des anthologies. Vers 1070, très exactement, le traité figure dans la liste des 7 classiques militaires que les élèves passant les concours d'examen impériaux doivent impérativement connaître par cœur. À partir des Ming au XIVe siècle, puis des Qing au XVIIe siècle, il n'est fait mention d'aucune nouvelle édition. En revanche, le traité commence à faire son petit chemin en dehors de l'Empire du Milieu. C'est nous autres! C'est nous autres! C'est... Il arrive à Montréal! Oh, ben, Quelqu'un qui demande c'est quoi le nom de ce channel YouTube? À partir de 1582, suite au grand navigateur c'est Nota Bene. portugais et espagnol ayant précisé les axes Il y a quelqu'un maritimes qui va vers mettre le l'Asie, lien. les premiers prêtres de S'il la vous plaît. Compagnie de Jésus se rendent en Chine, souvent à leur risque et péril. Le père français Joseph-Marie Amiot est l'un de ceux-là. Cet astronome, originaire de Toulon, demeure à Pékin entre JMA. 1751 et 1793. Sa tombe se trouve aujourd'hui même au cœur de la ville. Grand lettré et connaisseur du chinois et du mandchou, il s'intéresse au traité de Sun Tzu qu'il est le premier à traduire en français en 1772. Ok. La traduction arrive alors en France et fait son chemin dans les cercles de penseurs à la fin des Lumières. Il y a même des gens qui disent que Bonaparte en avait eu connaissance et Bon, s'en serait t'en parlais. servi pour échafauder ses plans de bataille. Napoléon! Mais là, clairement, Puis là, c'est on pour est ça dans qu'il a le fait domaine marcher son armée Parce que aussi en revanche, longtemps c'est que l'impact l'autre qui du disait texte chez tantôt. Mao Tse-Dong qui en Qui a a fait marché son 300 livre de livres. chevet et une source d'inspiration primordiale pour ses nombreux essais comme Guerre de guérilla. Les généraux de l'armée rouge s'inspirent des tactiques de bataille qui y sont exposées. Et ça a un certain succès, puisqu'ils s'assurent plusieurs victoires entre 1930 et 1934 face aux armées de Chiang Kai-shek. Mao disait d'ailleurs « Nous devons étudier avec soin les leçons qui ont été apprises lors des guerres passées au prix du sang et qui nous ont été léguées. » Moi je trouve ça assez fascinant de voir comment un texte si ancien peut se transmettre jusqu'à nos jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rassure, pas trop besoin de stratégie pour liker et soutenir la chaîne. Juste un petit pouce bleu, ça suffit. Merci à Arnaud Bertrand pour la préparation de cette émission. Bon Merci chum, à Sciences Arnaud. Média, notre partenaire qui nous permet Fait que là, notamment attends de un peu, choper là, des t'es en train de me images dire en Chine pour que illustrer moi les j'avais comme épisodes le de cette feeling série. inverse. On se retrouve Confucius, très bientôt on n'était pour pas un sûr nouvel qu'il existait, épisode. mais Sun Tzu, Salut. on savait qu'il existait. Mais là, on ne sait pas. Là. Sun Tzu, c'est un petit peu Non, comme c'est ça. Shakespeare. Là. Ça se perd vraiment dans la nuit des temps. Puis moi, j'ai plus tendance à croire que c'est un texte qui est ceux qui a été où chacun, les différentes personnes ont ajouté leur Ouais. pierre à l'édifice. Parce que si, d'ailleurs, j'encourage les gens à lire Sun Tzu, c'est assez court, c'est 13 chapitres, mais bien souvent, c'est juste des petites maximes, 1 ou 2 phrases, ou encore c'est 2-3 paragraphes, tu sais, et c'est tous des conseils qui te donnent sur la manière de C'est faire le la guerre. premier self-help book, là, ça... Ouais, c'est ça. C'est ça, là, Tout à c'est fait. comme n'engage pas un combat si tu n'es pas sûr de gagner. C'est tabarnak. Ce Ok. paragraphe-là. C'est c'est ouais, la ouais. stratégie pour les nuls. Ah! Ouais. Mais ce qu'on va retenir de ça d'abord, ok, c'est assez loin des traditions occidentales. L'influence de Sun Tzu, on ne la verra pas nécessairement apparaître dans les auteurs qu'on va voir, celui qu'on va voir dans quelques minutes. Mais j'aime bien cette idée de modération qui est conseillée là-dedans. Tu sais, à la limite, Ouais. gagner une guerre en bataille, c'est l'idéal. Tu sais. Ouais, ouais. Et ce que ça renvoie comme idée, c'est que donc il faut conserver une forme d'harmonie. Et ça, c'est très confucéen comme idée. Tu sais, qu'il ne faut pas que la guerre entraîne un déséquilibre total puis une destruction totale. Au contraire, vaut mieux la modérer le plus possible. Il y a une Ce que notion. nous, on n'a pas ici. Il y a une notion de fin de la guerre, hein, parce que c'est après ça, on va habiter avec ce monde-là, on va habiter dans ce champ-là aussi. Fait que, tu sais, détruis Il pas dit, les hein, villes c'est que faut tu la vas guerre soit habiter le plus tantôt. court possible. Ouais. Mm. Ouais, ok. Ouais, C'est quasiment convaincre plutôt que conquérir. Là. Ben oui. Et- Ben oui. Et là, vont remarquer aussi que les Russes, visiblement, qui sont en Ukraine actuellement, n'ont Ils ont pas pas lu bien Sun Tzu. appliqué leur Sun Tzu, qu'ils l'ont oublié à la maison à Moscou en partant. Ouais. Donc ça, c'est la première tradition que je voulais vous montrer, qui n'est pas la nôtre. On n'a pas cette tradition-là en Occident. On a beaucoup plus celle des deux personnages qui s'en viennent. C'est des vidéos plus courtes, mais peut-être moins sexy que ceux de Benjamin. C'est quoi, c'est Brio, son nom? Je sais pas. Donc,
Mais j'ai essayé de trouver des trucs en français. J'ai essayé de trouver des trucs assez courts pour pas qu'on passe toute la nuit là-dessus. Là. Et là, on va avoir un deuxième qui est très important, qui est en fait mon auteur préféré, comme je vous l'ai montré tantôt, parmi les classiques. C'est ton Qui prince. est Machiavel. Et voilà. Machiavel qui va avoir un impact extrêmement important sur la pensée contemporaine sur la guerre. Je te laisse aller, Tommy. Parfait. Fait que peut-être juste une dernière question. On vient de skipper quand même, mettons, 1500 ans pour aller vers Machiavel. Est-ce que c'est le premier traité sur la guerre, celui de Sun Tzu? Serais-tu capable d'en sortir un avant, en impliquant toute la planète au complet? Hein? Non, pas de cette ampleur-là. Je connais pas. Je sais qu'il y a plusieurs traités en Inde qui ont été faits. Jason, tu me corrigeras si je me trompe. Mais il me semble que c'est... Chaque peuple a ses textes de guerre. OK. Bon, voilà. Fait que malheureusement, en fait, on n'a pas de texte autochtone parce que c'est une chose qui me fascine aussi, la conception de la guerre chez les peuples qui vivaient en Amérique du Nord avant les Européens. Ouais. C'était... Ça, c'est quelque chose qui me fascinerait, puis on n'a pas de texte comme ça. Et Age of the Empire 3, là, ils ont fait une extension. C'est les peuples d'Amérique du Nord qui se battent. Ouais, bon, c'est mon fils, il C'est à jouait peu près beaucoup, le truc le plus proche, que ça a l'air niaiseux dit de même, là, mais c'est quand même le truc le plus proche qui a été fait dans la culture populaire à propos de la guerre des Autochtones. Bon. Sinon, tu tombes dans la période coloniale, là, OK. c'est parce qu'ils n'avaient pas d'écrit. Fait. Bon. Il y a peu de traces. Ils prennent tout le temps des affaires de le choc avec l'homme blanc. Ils essayent d'extrapoler ce que c'est comme ça que ça se passait avant que nous, on arrive. Ouais. Ben écoutez, merci messieurs. Ça nous amène à ce deuxième volet. C'est Machiavel. Il a permis à Sébastien de gagner à Love Story. C'est vrai. Italie, en l'an 1513, dans la région de Florence. Nicolas Machiavel achève le manuscrit de son œuvre la plus célèbre. Un ouvrage dévoilant le cette mécanisme photo-là. du pouvoir durant Il n'y a la pas Renaissance de italienne, portrait contemporain de appelé Machiavel. Ça a été peint 50 ans après. OK. Machiavel est issu d'une famille bourgeoise. Attiré par la politique, il commence sa carrière en tant que diplomate auprès du Vatican et du roi de France. Jalonné d'alliances et de négociations, sa carrière au sein de la République de Florence lui permet de devenir secrétaire à la chancellerie, l'un des postes les plus influents de la cité. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il est envoyé en 1502 pour négocier avec César Borgia, car ce dernier cherche à conquérir la ville. Les deux personnages dialogueront toute une nuit durant, et le lendemain matin, César renoncera à envahir Florence. Bien qu'ayant réussi sa mission, Machiavel sera marqué à vie par les propos de César, qui se reflèteront dans son œuvre. 10 ans plus tard, le pape Jules II, ennemi des Français, ordonne la mise en place d'une monarchie à Florence. Le nouveau roi est un Médicis. Machiavel est écarté du pouvoir et sera même emprisonné. Mais l'année suivante, en 1513, un autre Médicis obtient la charge de pape. Léon X décide alors de libérer tous les prisonniers politiques, dont Machiavel, qui sera néanmoins... Et Mario Roy. C'est ainsi qu'ayant perdu le pouvoir, Machiavel décide d'écrire Et le François Prince. Maléga. Ce texte reste l'un des ouvrages politiques les plus célèbres de l'histoire, et ensemble, nous allons découvrir pourquoi. Checkez ça. J'ai l'impression que c'est la chaîne YouTube No one can be Éminence called a Grise. good prince unless he is good in more virtues and prudence. You laugh at morality, Nicola. No, I laugh at fantasies. Aquinas was not concerned with the reality of our world. Look at what is around you. Italy is an eternal blood-soaked massacre. Will you follow the good princes who have ruled before you, rising and falling as quickly as the moon disappears each dawn? I know that the only means by which my family can retain its place is to propagate order. And yet, I believe in the monk. More than I ever did my own father. I will never repeat that. I believe in Savonarola. But his own lust for martyrdom will kill him. Then your hands are clean. Like Pontius Pilate. Sa rencontre avec Excellente César Borgia saison, sera l'un by the des way. événements majeurs dans le changement de la pensée politique de Machiavel. Lui qui était habitué à la diplomatie et aux négociations, il verra en César l'image du dirigeant conquérant et impitoyable qui, selon la situation, saura faire preuve d'une autorité absolue mêlée à une fine cruauté. Fait que le prince, c'est une vraie personne. Le pouvoir peut s'acquérir de Non, quatre c'est une manières figure de l'État. C'est Ok. distinctes. Par une alliance militaire contre un ennemi commun, le personnage et dont qui les richesses et personnifie territoires seront l'État. partagés entre Ok. les vainqueurs. Également,
en usant de sa propre armée afin de lancer des campagnes militaires ou bien mater des rébellions et ainsi accroître son influence. La troisième possibilité reste la plus courante, l'hérédité. Dans une époque principalement monarchique, le pouvoir se transmet et se conserve au sein de dynasties. Sinon, la possibilité d'un coup d'état est envisageable, mais reste très risquée. Enfin, la dernière est par la vaillance, les actes glorieux ou la réputation. Un personnage ayant acquis une grande renommée auprès du peuple et des puissants peut se voir ainsi porté au sommet du pouvoir. Ces 4 voies d'accès au pouvoir, mises en avant par Machiavel, ont ensuite inspiré de grands dirigeants à travers l'histoire. D'après l'expérience de l'auteur, un prince peut se montrer généreux envers les siens. Toutefois, elle doit prendre garde à cette générosité, car si elle est trop régulière ou trop importante, elle risque de conduire à un assèchement des finances du royaume. Et pour ce qui est de son image, le prince aura des difficultés à faire machine arrière. C'est pourquoi une trop grande générosité sera forcément suivie par une augmentation massive des impôts, une imposition lourde qui finira par concerner tout le monde, et alors à mener des révoltes, voire une guerre civile. Ainsi Machiavel prévient le lecteur. Il est préférable pour le prince de se montrer cupide si cela permet une gestion efficace des finances du royaume. Mais il ajoute également une exception. Pour les dirigeants dont l'économie repose sur la guerre, les conquêtes et le pillage, alors il est inutile d'être parcimonieux. Tous les butins peuvent être engloutis dans la perspective de nouvelles conquêtes. Ben oui, c'est sûr. Napoléon, hein? Faut-il être craint ou aimé? Pour Machiavel, il est important de savoir se balancer entre ces deux aspects du pouvoir. C'est ça. Bien sûr, il est préférable d'être un dirigeant aimé de ses sujets. Toutefois, savoir faire preuve de cruauté peut s'avérer très utile. Après tout, un prince qui aspire à la crainte sera moins à même d'être la cible d'un assassinat. C'est vrai. De plus, faire preuve de cruauté est un moindre mal, si cela garantit le bon ordre au sein du royaume. Mais il existe une règle d'or. Même si le dirigeant peut inspirer la crainte, il ne doit en aucun cas être haï par ses sujets. Sinon... Être craint, mais pas être haï. Okay. Ah! Party, Steve! Il est en coupé un bout, il en reste! Ouais, méfilé. Le tyran est mort! Vous êtes il paraît que dans dans la vraie affaire, il a dit « Toi aussi, mon fils, tu peux laisser tomber le 5$ que tu me dois. » Il y a pas, la citation est jamais complète, là. César Borgia, a deux solutions Jason. Pour imposer sa vision et son ordre. Soit avec les lois, soit avec la force. Du point de vue de Machiavel, si la loi est propre à l'homme, la force, elle, nous est commune aux bêtes. C'est vrai. Et d'après lui, un prince doit savoir aussi bien user de l'homme que de la bête. Ouh. Machiavel, en bon philosophe, fait appel à des métaphores du monde animal pour exprimer son propos, notamment l'image du renard, ainsi que l'image du lion. Savoir user du renard afin d'éviter les pièges de ses adversaires, d'attirer les alliances à soi et le renard et l'immobilière. Le pouvoir. Avec des l'objectif atteint, le renard, savoir user du lion pour s'imposer, d'abord en faisant fuir ses adversaires, puis en se montrant impitoyable avec tous ceux qui ne s'accordent pas à votre vision. Cette analyse de la violence des mécanismes du pouvoir est illustrée par le parcours d'un pape contemporain de Machiavel. Alexandre VI. Le sulfureux patriarche de la famille Borgia. Il usa du renard pour atteindre le pouvoir, et une fois devenu pape, il se comporta comme un lion, faisant disparaître ses adversaires et ses anciens alliés. Son fils César, aux ordres de son père, fut envoyé pour conquérir d'autres duchés italiens au nom de l'Église. Le pape qui voulut faire de son fils un roi meurt empoisonné en 1503, tandis que son fils tombera dans une embuscade après avoir perdu son royaume 4 années plus tard. Presque. Machiavel écrit « Rien ne fait autant estimer un prince que les grandes entreprises ». Ainsi, de grands événements tels que des expéditions exploratrices, la construction de gigantesques monuments, ou bien encore de grandes campagnes militaires, permettent à un prince d'asseoir son autorité et d'ancrer sa présence dans l'histoire. Des exemples abondent, tels que les conquêtes d'Alexandre le Grand, les voyages de Marco Polo, ou encore les monuments de l'Empire romain.
D'une autre manière, forger des alliances avec d'autres royaumes est un excellent moyen pour un prince d'obtenir du prestige. Ah, moi, je Cependant, ferais si ça, votre allié moi. entre en guerre et souhaite votre participation, il est important d'y répondre. Ah, ben, Votre je suis crédibilité en malade. dépend et il est préférable de ne pas trahir. Je veux car bien les t'aider à conséquences pourraient déménager, être mais pas pour la guerre. Demain, Ouais, c'est ça. aller au dos, là. Brave cœur, quel film. Mm. Les Écossais sont tous méchants. C'est ça qu'on a appris. Non, c'est pas ça qu'on a appris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ça Braveheart soudainement dans Machiavel? C'est la vengeance, tu trahis. c'est- C'est... C'est ça, si t'es méchant, ben tu provoques... tu provoques Mel Gibson. Pas si t'es méchant, pas si t'es méchant. C'est-à-dire, si tu calcules mal tes trucs puis Ouais. tu trahis la mauvaise personne, parce que être méchant pour Machiavel, Une c'est dernière pas un chose, problème. pas des moindres, Ouais, faut que le ça soit prince se doit de contrôlé. promouvoir des gens de talent. À dessin. Pour un... Ouais, Qu'ils ok. soient musiciens, peintres, sculpteurs, mathématiciens, poètes, inventeurs ou philosophes. Ces personnages, par leurs découvertes et leurs inventions, feront rejaillir leur propre succès sur le prince qui les aura mis en avant, comme ce fut le cas par exemple pour François Ier et Léonard de Vinci. S'il reste le seul décideur final, le prince doit tout de même être entouré de ministres et stratèges compétents. Étant à proximité du pouvoir, ils jouissent des prérogatives nécessaires à la bonne administration du royaume. Le but de cet entourage est d'aider le prince dans sa prise de décision sur plusieurs points clés, mais en aucun cas ils ne doivent décider à sa place publiquement. Deux types de personnalités entourent le prince. Un roi doit toujours inspirer un minimum de crainte. Les conseillers, dont la vie éclairée doit lui permettre de prendre la meilleure décision, puis il y a les flatteurs. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites? Je flatte. Un conseiller ira contre l'avis du prince s'il estime cela nécessaire, alors qu'un flatteur suivra le prince même dans une mauvaise décision. Machiavel démontre alors que si le prince est entouré de conseillers fidèles et capables, leur bonne décision Poutine, en ce moment, là, il est juste entouré de Inversement, flatteurs. s'ils s'entourent Ouais, d'incapables, ben, c'est leur ça. médiocrité nuira à l'image du prince qui les aura nommés. Ici s'achève mon résumé de l'œuvre de Machiavel. Si le prince a pu traverser les siècles et être encore étudié de nos jours, c'est grâce à la pertinence de ses propos et la vision sincère de l'exercice du pouvoir mise en avant par son auteur. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également Wow, liker et partager les vidéos. Je vous remercie tous de votre attention. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. C'était très intéressant. Si, mettons, Confucius, il parlait plus de la guerre, il y avait même comme une recette pour permettre aux gens de gagner. Là, on est plus comme... Puis même si le propos de Sun Tzu, c'était de gagner sans se battre, là, c'est comme, on dirait, de gagner en se battant sans se battre. Genre, c'est weird parce qu'on n'a pas parlé de la guerre elle-même, on a parlé des répercussions, de comment faire qu'on contrôle quand ça arrive, comment ça se fait. Je comprends que c'est un pas en avant, puis je trouve ça le fun aussi. C'est l'éviter, Tommy. Ouais, ben c'est ça. C'est une manière probablement de l'éviter. Ben oui, Il faut garder le faut que tu mettes en contrôle. contexte. Machiavel, ce qu'il écrit, dans le temps qu'il écrit, c'est quasiment, tu sais, c'est des guerres civiles autour de lui. Là, les villes, on parle de l'époque des guerres d'Italie. Ouais, ben oui. À chaque 2-3 ans, le chef il change parce qu'il y a une guerre. Là. Quelqu'un qui vient de se faire un pot. Mais c'était ça aussi pour Sun Tzu tantôt. Il y avait encore plein de guerres partout, puis il y a quelqu'un qui a comme théorisé... j'aime beaucoup ça, ce qui se passe. Genre... Le prince, c'est une recette pour prendre le pouvoir puis rester au pouvoir. Voilà. Fondamentalement, là, c'est ça le but du livre. Là. C'est drôle parce que Machiavel l'écrit. Machiavel lui-même n'était pas un fan de la monarchie. Il n'aimait pas trop ça. Il préférait la République, qui est l'ancêtre, d'une certaine manière, de la démocratie libérale. Ouais. Mais quand tu as perdu sa job en 1513 puis qu'il a été enfermé pendant un bout de temps puis on le soupçonnait qu'il était trop proche de l'Ancien Régime, il a écrit ce livre-là pour essayer de rentrer en grâce aux yeux du nouveau souverain.
Fait qu'il a cessé d'écrire sur les républiques, comme par exemple, il y a un autre livre qui est moins connu, qui s'appelle le Discours sur la deuxième décade, la première décade de Tite-Livre, où il parle beaucoup de la République. Là-dedans, il s'adresse au prince, puis il dit, puis c'est un ouvrage justement pour attirer l'attention sur lui, puis éventuellement avoir une job. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes... curriculum vitae. Ben, c'est ça, il y a des gens qui disent que c'est le curriculum vitae le plus élaboré qui a jamais été déposé à l'appui d'une demande d'emploi. C'est le curriculum vitae le plus célèbre. Ça prenait bien un fraîchier de Florence qui nous a fait ça. Mais on va juste retenir 2-3 petits trucs. Ben oui, je t'en prie, bien sûr. Attends, Stéphane, je vais t'interrompre. Il y a un truc que tu as mentionné, puis je trouve qu'il est très intéressant, c'est que le prince, c'est un curriculum vitae qui... J'utilise cette figure-là qui s'adresse au prince régnant. C'est « Hey, engage-moi ». Mais il y a un truc que tu avais commencé à élaborer puis tu as arrêté, c'est par rapport à son livre sur la République. À qui ça s'adressait? C'est beaucoup plus ses réflexions sur le système politique idéal. Sur la République, pour lui, c'est le système politique qui correspond plus à ses aspirations lui-même et il va beaucoup réfléchir sur la manière dont fonctionner une République. Mais militairement, qu'est-ce qu'il propose? Une milice. C'est un des premiers auteurs, justement, à dire qu'une armée doit être composée des citoyens du pays qu'elle défend. C'est que les citoyens, c'est une pratique qui est très ancienne, là, mais donc à l'époque, en Italie, c'est essentiellement des mercenaires. C'est-à-dire quand les villes ou les cités-États se faisaient la guerre, ben, ils payaient des gens, des bandes de mercenaires pour aller se battre à leur place. Machiavel n'aime pas ça parce qu'il trouve que c'est pas fiable, ça coûte cher, c'est pas fiable, on peut pas, ils évitent toujours le combat parce que ces gens-là sont là pour faire de l'argent, ils sont pas là pour se faire tuer. Tu sais. Ouais. Il va dire, mieux vaut avoir une armée composée des citoyens qui vont défendre leur maison, ou leur champ, ou leur ferme, ou leur ville, que de compter sur des mercenaires. Et même, il va être en charge, avant sa disgrâce de 1513, en fait, au début des années 1500, il va être en charge d'organiser la milice de Florence, qui, malheureusement pour lui, n'aura pas un grand succès sur le champ de bataille. C'est pas encore la combinaison idéale qu'il a trouvée. OK. Puis, moi, ce que j'aime de ça, j'ai une petite théorie là-dessus, parce qu'on se dit comment on pourrait avoir moins de guerres. Puis, tu sais, on pense à la guerre du Vietnam. À l'époque, c'était la conscription aux États-Unis, puis les gens, c'était leurs cousins, leurs voisins qui étaient victimes, tu sais, qui allaient se battre là-bas. Ouais. Quand la guerre tournait mal, t'avais des conséquences à la maison, tu sais. Ouais. Alors que j'ai l'impression que maintenant, c'est presque des mercenaires. Dans chaque pays, t'as comme une caste de gens, souvent c'est de père en fils aux États-Unis, surtout ces temps-ci. Okay. Dans les corps d'officiers, puis ça, c'est quasiment devenu une caste. Puis les gens sont plus comme. Ils s'en foutent si on est dans. Nos soldats sont en Afrique, en Afghanistan, etc. Alors que j'ai l'impression que dans un système où tu as le service militaire, les gens ils ont une réelle implication politique, démocratique, pour être sûr que tu ne vas pas te ramasser dans n'importe quoi comme guerre. Ça ouais. de ça? Ouais, sacrifice, hein. On va retenir juste 2-3 petits trucs dans notre questionnement, à savoir pourquoi il y a de la guerre et c'est quoi la dynamique de la guerre. Il y a trois petits trucs qu'on va retenir chez Machiavel. Le premier qui paraît pas beaucoup là-dedans, mais quand vous lisez Le Prince, vous le voyez partout, je vais juste vous lire une citation, c'est sur la nature humaine. Ça, c'est un postulat, c'est-à-dire c'est une affirmation que tu peux pas vérifier, mais que tu considères qui est extrêmement importante pour comprendre le monde qui t'entoure. Ouais. Et Machiavel, comme le bonhomme qu'on va voir tantôt, le prochain, considère que les êtres humains sont fondamentalement mauvais. On ne peut pas leur faire confiance. Je vais vous lire une petite citation qui est très célèbre, qu'on a entendue très souvent ici. Car des hommes, on peut dire généralement ceci. Ils sont ingrats, changeants, simulateurs ou dissimulateurs, ennemis des coups, amis des pécunes. Tant que tu soutiens leurs intérêts, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur fortune, leur vie et leurs enfants, pourvu, comme j'ai dit, que le besoin en soit éloigné. Mais s'ils se rapprochent, ils se révoltent. Il n'y a pas confiance dans les êtres humains. L'être humain est fondamentalement mauvais. Et ça explique en grande partie déjà pour lui cette propension à la violence et à la guerre. Okay. Et
le rôle du souverain, c'est d'essayer de tempérer ou de contrôler cet élan-là. Donc, première réponse, la guerre est un élément inhérent à la nature humaine, au fait d'être un être humain. Est-ce que ça ressemble un petit peu dans le néo-réalisme, là, quand on parlait qu'il y avait de l'anarchique, puis... Est-ce qu'on exact. Oui, mais non. C'est-à-dire que Machiavel est un des pères du réalisme. Aujourd'hui, les réalistes et les néo-réalistes, ou moi je préfère le mot structuro-réaliste, mais c'est une autre histoire. Les réalistes se réclament ouvertement de Machiavel. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le côté... Ils sont d'accord avec la conception de la nature humaine qui est mauvaise. Ils sont d'accord aussi avec l'idée qu'on doit poursuivre la quête de la puissance et du pouvoir, que la guerre est quelque chose de naturel et d'inévitable dans les relations internationales. Il y a une espèce de fatalisme, là, si tu veux. Oui, OK. Bon, c'est réaliste. Je comprends. Les deux autres, ils s'appellent réalistes parce qu'ils prétendent observer le monde tel qu'il est, c'est ça. Plutôt que comme on voudrait qu'il soit. Voilà. C'est eux qui disent ça. C'est une prétention que je partage pas. Il y a eu de la guerre partout. Tous les peuples ont fait la guerre. Fait que ça fait partie de l'homme. Fait que c'est... on est méchants. Machiavel, c'est ça, dit il ne faut pas se compter d'histoire sur la nature humaine. Les êtres humains sont mauvais. Ils ont toujours été mauvais. Ils vont toujours rester mauvais. Fait qu'on va Il impliquait la bête, en plus, dans son affaire. Il y a cette dimension-là. Puis la force. La force est extrêmement importante. Et la force, pour Machiavel, c'est un instrument légitime. Si tu sois cruel, que tu fasses la guerre quand tu peux, il le dit explicitement, si tu ne fais pas la guerre au moment où tu as l'opportunité de le faire puis de la gagner, on va te blâmer. C'est même, ça va jusque-là. Parce que si tu fais la guerre, tu laisses passer la bonne occasion, ton voisin, lui, la laissera peut-être pas passer puis il va te tomber dessus. Ça peut te tomber. Il faut toujours que tu te méfies de ton voisin. Ouais. Dans les autres trucs Machiavel, on dit toujours l'expression machiavélique. C'est parce que Machiavel dit que la morale, les bons sentiments, l'altruisme, la fraternité n'ont aucune place en relations internationales. Dans les relations entre les États ou en politique, si tu es moral, oublie ça, tu vas tout perdre. C'est pas le temps, là. C'est le temps d'être dur, là. C'est pas le temps de... tu calcules. On perd du Confucius un peu, là, par contre, j'ai l'impression. La modération qu'on retrouvait chez Confucius, qui est vraiment cette idée d'harmonie et si tu veux, d'équilibre, n'est absolument plus chez Machiavel. OK. Quand tu peux péter à gueule à ton voisin... Fallait, parce que sinon, tantôt, tu pourras peut-être pas. C'est lui qui va le faire. Ben oui, c'est sûr. Bon. C'est pour ça qu'on dit que Machiavel est amoral. Parce que lui, il dit c'est pas qu'il est amoral, c'est pas qu'il est immoral, en fait. C'est qu'il dit que la morale n'a pas sa place en politique. Puis si tu fais une politique morale, t'es condamné, c'est terminé. Tu vas en partir tantôt. Tabaslac, que c'est dingue. Donc là, on va aller voir un autre qui poursuit la pensée de Machiavel. Je n'ai pas la preuve qu'ils se sont lus. Il va écrire un siècle plus tard, après Machiavel. On va aller en Angleterre au 17e siècle. Et lui, il va amener un mot extrêmement important qu'on a pointé dans ce que Jason disait la semaine passée. Ce type-là, c'est peut-être lui là, qui va nous fournir une des clés centrale pour les réalistes pour comprendre pourquoi il y a de la guerre. On va aller voir Thomas. Ah non, avant ça, on va faire un petit détour, Tommy. Tu as une vidéo d'1 minute et demie. Oui, je l'ai salué. Machiavel au Québec. On check ça. Bonjour à vous. C'est ce que vous venez de voir là, c'est un extrait du film, un des premiers films de Denis Arcand. Celui qui a fait le déclin de l'Empire américain et tout ça. Là. Et dans ce film-là, c'est juste des extraits d'archives. C'est fait en 1981, après le référendum de 1980, où c'est des bouts. Il te raconte l'histoire du référendum en te mettant bout à bout là, des extraits comme celui-là. Cool. Sauf que il y a Machiavel qui apparaît de temps en temps dans le film comme ça, puis qui commente la stratégie des fédéralistes et des souverainistes. Puis qui explique, c'est Machiavel qui est en train de t'expliquer pourquoi le oui a perdu en 1980, puis comment le non a gagné. Le film est vraiment intéressant. Ça s'appelle Le confort et les différences. Vraiment intéressant à voir. Moi, j'aurais pris plus de Machiavel dans le film, mais déjà c'est pas si mal de le voir. C'est appliqué, man. Tu nous parles d'affaires, puis là, on voit des rêves. Ah, j'aime ça. Oh là là, c'est vraiment fascinant. J'ai des frissons, ça apprécie. Là, on s'en va. Thomas Hobbes, 100 ans après Machiavel en Angleterre. Léviathan est le titre d'un essai philosophique et politique
très volumineux, il fait en effet plus de 900 pages dans l'édition Folio, écrit par le philosophe anglais Thomas Hobbes, et paru en 1651, un an après la mort de Descartes, alors que l'Angleterre fait face à des guerres civiles meurtrières. C'est pour ça qu'il l'a appelé le Léviathan, parce que c'est un gros livre. Importante, voire même incontournable de la philosophie politique, mais c'est en réalité un de ces soi-disant classiques que personne ne lit jamais et que tout le monde fait pourtant semblant d'avoir lu. Toi, tu l'as lu? Il s'agit là d'une notion qui fait désormais partie de la culture philosophique et il n'est donc pas inutile de lui consacrer ne serait-ce que 3 minutes. Le Léviathan est divisé en 4 parties. Dans la première partie, intitulée « De l'homme », Hobbes part d'une conception très pessimiste de la nature humaine. L'homme est par nature un être de désir insatiable, ce qui le pousse notamment à vouloir prendre ce qu'il ne possède pas et qu'il souhaite obtenir, au détriment de ses semblables, ceux-ci étant vus comme des adversaires ou des ennemis. L'homme est donc mauvais, cupide, égoïste, vaniteux, violent, jaloux. Voyons, la mère de l'homme n'a pas fait sa job, pour ses semblables. L'homme est un loup pour l'homme. Ah, déjà lu. Cette citation célèbre est presque systématiquement attachée à Hobbes. Il est proche de Machiavel. Hein? N'est pas le premier à l'utiliser. On la trouve en effet déjà chez des auteurs latins de l'Antiquité, puis chez Montaigne. Et on la retrouvera ensuite chez Schopenhauer, chez Freud, et même, un petit peu modifiée, dans la comédie Le Misanthrope de Molière. Curieusement, alors que cette idée imprègne pourtant toute l'anthropologie de Hobbes, l'expression « l'homme est un loup pour l'homme » ne se trouve pas en tant que telle dans le Léviathan. C'est dans le texte du Citoyen, qu'il écrit 10 ans plus tôt, qu'elle figure en toutes lettres. Quoi qu'il en soit, l'idée est bien là. L'homme est un loup pour l'homme. Tout homme est par nature violent et possède une part de bestialité. Et Hobbes postule l'idée que la société, telle que nous la connaissons, fut précédée d'un état primitif, un état de nature caractérisé par une absence de société et d'État, et par un état de guerre permanent, un état de peur et d'insécurité. L'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous, toujours et partout. Quand personne n'est là pour les contrôler et les dominer, les êtres humains sont incapables de se respecter les uns les autres. Dans la deuxième partie, qui traite de l'État, Hobbes propose une solution pour sortir de l'état de guerre et d'insécurité. Pour passer de la nature à la culture, de l'état naturel à l'état politique, il va falloir imaginer quelque chose qui empêche les hommes d'agir comme des loups. Ce quelque chose, ce sera un pacte social, un contrat social qui inspirera par la suite beaucoup de philosophes et notamment Jean-Jacques Rousseau. Par ce contrat social, les hommes acceptent de se dessaisir de leur liberté naturelle pour la transférer à un pouvoir commun, à un chef, à un souverain absolu, à une assemblée représentative, l'État. Au lieu d'obéir à la loi du plus fort, ils choisissent d'obéir désormais à la loi du souverain, à la loi de l'État de droit. Désormais, sa volonté sera la leur. Mais pour que le contrat social soit respecté par tous, il faut nécessairement un pouvoir fort, qui soit incarné par un souverain puissant, capable de susciter la crainte. Toute la clé, elle est là. Seul un souverain puissant est capable de sortir les hommes d'un état aussi épouvantable que l'état de nature et de leur assurer le premier des biens, qui est d'ailleurs la condition de tous les autres, la sécurité. Ce souverain puissant, ce pouvoir fort, c'est l'État personnifié dans la figure du Léviathan. Le Léviathan, c'est le nom d'un monstre que l'on trouve notamment dans la mythologie phénicienne, mais aussi dans la Bible, et qui se présente sous différentes formes, crocodile, serpent de mer, dragon. Il s'agit dans tous les cas d'un monstre colossal qui semble tout droit sorti des enfers et qui ne peut que faire peur. Ce monstre est une métaphore de l'État et de sa puissance politique. Comme le monstre Léviathan, l'État doit intimider ses sujets et les dissuader de désobéir afin de maintenir le pacte social. Le Léviathan, c'est le symbole du pouvoir absolu. C'est le symbole de la puissance politique de l'État, seul capable d'assurer la sécurité et la liberté des hommes dans la société. Puisque les hommes sont par nature des loups pour leurs semblables, il est indispensable qu'il y ait une force contraignante qui les domine tous, à laquelle chacun obéit et devant laquelle chacun peut prévoir l'obéissance des autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une confiance réciproque, qu'un contrat social peut alors s'instaurer et perdurer.
Dans la troisième partie, qui traite de la communauté chrétienne, Hobbes recommande de séparer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Parce que ça nous concerne un peu moins, puis là, le punch, il vient de passer. Là. OK, ouais. Là, ça, là, c'est le truc qui explique, d'après les réalistes et les néo-réalistes, et puis Jason a clairement dit la semaine passée, ça, là, t'as la condition qui explique pourquoi on peut avoir de la guerre. Première chose, comme Machiavel, il dit que les êtres humains sont fondamentalement mauvais. C'est pas très joli ce qu'on lisait tantôt. Que tu peux pas sortir de chez toi sans barrer la porte. Pourquoi on barre tous la porte quand on s'en va? Parce qu'on n'a pas confiance dans nos voisins et dans les autres êtres humains. Si on veut pas marcher tout seul dans une ruelle le soir parce qu'on a peur de se faire attaquer, et ainsi de suite. L'idée ici, c'est que Hobbes, il parle d'une époque imaginaire, mais qui décrit quand même bien l'époque de l'état de nature dans lequel les êtres humains se faisaient la guerre les uns aux autres. Et cette guerre-là arrête le jour où on crée un état qui va nous forcer, nous autres, les êtres humains, à rester en paix. On va prendre l'analogie, Tommy, que si je vais au musée de l'absurde, puis j'ai des belles cartes de Magic sur moi, puis que tu veux mes cartes de Magic, puis que en plus tu veux me chatouiller, ben moi je peux appeler la police. Je peux t'amener en cours, je peux te faire enfermer pour crime contre l'humanité, puis te mettre en prison pendant 20 ans. Surtout de m'avoir chatouillé. Mais je vais t'avoir chatouillé, par contre. Mais quand même, la police va débarquer, l'ancien peuple va débarquer au musée de l'absurde, puis tu vas cesser immédiatement tes chatouilles. Donc, l'État va nous imposer une paix entre nous. C'est pas parce que tu es plus fort que moi que tu vas m'imposer ta loi. C'est l'État qui gère nos relations. Ouais. Là, ça va. Mais admettons maintenant que, parce que l'idée de Hobbes fonctionne par analogie, si on regarde les États qu'on a créés pour gérer nos relations, comment ils se comportent entre eux? Et là, on fait une analogie. C'est que les États, eux, sur la scène internationale, vivent encore dans cet état de nature. Eux n'ont pas créé un État pour gérer leurs relations entre eux. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'anarchie. Tu sais, par exemple, si Tommy le Russe attaque Steph l'Ukrainien, ben là, Steph l'Ukrainien, il ne peut pas appeler la police parce qu'il n'y en a pas de police au niveau international. Il ne peut pas enfermer Tommy le Russe parce qu'il n'y a pas de prison internationale pour un État qui s'appellerait la Russie. Puis même si Steph l'Ukrainien, il appelle Jason la Pologne à son aide, ben Jason la Pologne, il va regarder un petit peu C'est ça. C'est ça. Puis même si Jason adore Steph l'Ukraine, il va pas manger de coup. D'une part, puis qu'est-ce que ça y rapporte? Puis ouais, mais là, c'est sûr, mais tu vois-tu, donc c'est cette situation. Je comprends totalement. Il y a encore une espèce de communautarisme, puis d'appartenance, puis de limite aussi à l'espèce de chaîne de commandement. C'est-tu comme l'apologie du New World Order qu'on est en train de voir là? Parce que aussi, cette affaire-là, si il y a plus qu'une planète avec des humains dessus, on dirait qu'il va falloir recommencer cette patente-là. Aïe, aïe, OK, j'aime ça. L'idée centrale, là, celle des néo-réalistes et des réalistes que mentionnait Jason, c'est ça l'anarchie. Il n'y a pas de limite à l'usage de la force dans les relations internationales. Au plus fort, la poche. Ouais. Celui qui est fort puis qui est big l'emporte sur celui qui est faible. Et ça, c'est une vieille tradition qui a été évoquée par plusieurs auteurs, mais celui qui la met le plus clairement en évidence, c'est Thomas Hobbes. Et ça, c'est une idée centrale dans la pensée actuelle sur la guerre. Mais on va en avoir un autre. Encore, on continue. Un autre qui est connu aussi, mais qui va apporter une autre idée très importante sur la guerre. Un général qui s'est battu contre les armées de Napoléon et qui s'appelle Karl von Clausewitz. Clausewitz! On passe aux vidéos suivantes. Merci, c'est cool. Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Clausewitz. Et je vous préviens, lui, il est essoufflant. C'est parti. C'est comme s'il ne mettait pas de virgule dans ses vidéos. Là. OK. Bon, on est habitué avec
avec... C'est comme Joe l'Indigo, mais en des gens, Amérique. quand tu leur demandes de citer un ouvrage majeur au niveau militaire, tactique, ils vont te parler de l'art de la guerre de Sun Tzu. Alors c'est bien, mais c'est une référence qui a été vue et revue, donc le but c'est pas de te faire une énième vidéo sur l'art de la guerre, et là on va pas parler de chinoiserie, puisqu'on va parler de la guerre de Clausewitz. Alors Clausewitz, c'était un officier puis général prussien qui est né en 1780 et qui est mort en 1831. Et tu vois, Clausewitz, il a eu une vie militairement parlant plutôt riche. Bon, déjà, à l'âge de 12 ans, il était déjà à l'armée. Voilà, toi, à 12 ans, tu jouais à la guerre avec des bâtons, tu faisais peut-être de la tectonique. Non, lui, il était sur le champ. Donc il a participé à des guerres plutôt connues comme la campagne de Russie. Pas du côté de Napoléon, hein, bien sûr. Et par la suite, il a entamé une carrière de professeur donc à l'Académie militaire prussienne qui se trouvait à Berlin. Et il a commencé donc la rédaction d'un ouvrage sur la guerre. Problème, c'est que en 1831, il meurt des suites du choléra à l'âge de 51 ans. Problème, c'est effectivement un gros problème. Mais sa femme a une idée brillante, c'est de récupérer tous les écrits, toutes les notes de Clausewitz pour les compiler dans un ouvrage qui va s'appeler De la guerre. Et c'est devenu un véritable ouvrage de référence pour tous les tacticiens militaires. Alors, De la guerre a été utilisé par des grandes figures historiques comme Lénine, Mao, le général Patton. Encore une fois, tout le monde a lu on a même retrouvé des exemplaires de l'ouvrage dans des caches donc, de Al-Qaïda. C'est te dire l'impact énorme donc, de la guerre de Clausewitz. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 grands thèmes que Clausewitz aborde donc, dans cet ouvrage majeur. Ça pourra être utile si par exemple tu veux partir en croisade pour récupérer Jérusalem ou bien envahir la Pologne ou l'Angleterre, peu importe. Et si c'est pas le cas, de toute façon, ça te sera toujours utile. Allez chatouiller Stéphane. Soirée, soulever par les centres, te bien. Empêcher un agresseur de te chatouiller. Va pas comprendre, bref, c'est un bon plan. Ça. Première idée, la guerre totale. Alors Clausewitz, il théorise cette idée de guerre totale. Pour Clausewitz, la guerre, c'est pas une balade champêtre avec une petite dame, un caniche et un bébé dans une poussette. Non. C'est véritablement détruire et annihiler complètement l'ennemi que tu dois soumettre à ta volonté. Et pour soumettre ton ennemi à ta volonté, tu dois le détruire complètement, tu dois l'annihiler. En fait, Clausewitz, il fait un rapprochement entre la guerre et le duel. Le duel, c'était une pratique qui s'est introduite en Europe dès le bas Moyen-Âge, et en fait, c'était dès qu'une personne en fait te manquait de respect, tu pouvais donc le provoquer en duel, ça pouvait être au sabre ou au pistolet, et ça pouvait se conclure donc par la mort d'un des deux duellistes. Voilà, donc à l'époque on faisait des duels, aujourd'hui on fait des vidéos ou des tweets interposés pour laver son honneur. Voilà, les époques ont changé comme tu peux constater. Donc la guerre totale de Clausewitz, c'est tout simplement utiliser tous les moyens et toutes tes ressources que tu disposes pour détruire ton ennemi. Clausewitz a posé les jalons de ce qu'on a par exemple retrouvé pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'effort de guerre, ou même l'utilisation de l'arme atomique, de l'atome, comme arme ultime pour détruire l'ennemi. Je pense que les Japonais n'ont pas trop de bons souvenirs de Fat Man et de Little Boy, si tu vois ce que je veux dire. Donc Clausewitz prône pour la destruction totale de l'ennemi. Alors est-ce que c'est Clausewitz qui a soufflé l'idée aux belligérants de la Première et la Seconde Guerre mondiale? En réalité non, c'est qu'il y a eu une industrialisation massive pendant ces deux conflits, qui a donc permis de fabriquer des armes, des munitions, etc. Et il y avait même un boost de l'aviation, tout plein d'affaires à découvrir. Dans la plupart de ses ouvrages. Ouais. Donc Clausewitz, théoricien de la guerre totale. Deuxième grande idée de Clausewitz, c'est que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Pour lui, guerre et politique, c'est exactement la même chose. Là, on a un gros morceau qui vient de passer. En fait. Et tu ne peux pas comprendre la guerre si tu ne comprends pas la politique. Pour Clausewitz, la guerre n'a pas une identité propre. C'est pas un secteur propre. C'est un fragment de la politique. Pour Clausewitz, tu ne peux pas comprendre les guerres napoléoniennes si tu n'as pas déjà compris la Révolution française, puisque la Révolution française a accouché des guerres napoléoniennes. Et ainsi, pour Clausewitz, la guerre a en fait 3 dimensions. Une dimension politique et diplomatique, une dimension purement militaire, c'est-à-dire l'armée, les champs de bataille, etc., et une dimension sociale, civique. Ça rejoint cette idée que la guerre est totale, puisque la guerre se pratique dans ces 3 sous-sections, en quelque sorte. Troisième grande idée, le brouillard de guerre. Pour Clausewitz, tu auras beau essayer d'écrire un essai militaire parfait, il n'en demeure pas moins que tu vas pouvoir donner certes des conseils pragmatiques, mais il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il n'y a pas de recette magique que si tu les appliques à chaque fois, tu vas réussir.
Un petit peu c'est pas comme la recette. Pourquoi? Là, Parce que chaque guerre a une identité propre, a des belligérants propres, a un contexte qui lui est sien, et donc toutes les guerres sont différentes. D'autant plus que toutes les guerres partagent par contre une entité qui s'appelle le brouillard de guerre. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que n'importe quel tacticien militaire va manquer en fait d'informations, notamment sur le nombre en présence d'ennemis, sur le terrain du champ de bataille, sur la météo, et ça comprend cette idée de hasard qui peut mettre ton plan, ta tactique complètement à plat, parce que ça va tout changer en fait. Il dit, je cite sur le brouillard de guerre, « La grande incertitude liée au manque d'informations en période de guerre est d'une difficulté particulière, parce que toutes les actions doivent être planifiées avec une légère zone d'ombre qui, comme l'effet d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne aux choses des dimensions exagérées ou non naturelles. » Cette idée que le hasard est présent partout, ça avait déjà été théorisé par Machiavel, et cette idée de Fortuna, alors la Fortuna c'est représenté comme une femme aux yeux bandés avec le monde sous ses pieds, donc ses gestes sont... C'est comme Marie Guérin, l'abondance. Et en fait, le prince, pour Machiavel, devait utiliser son la fortune, pour calmer les flots impétueux de la fortune. Le tacticien militaire pour Clausewitz doit mettre en place plusieurs plans pour contrecarrer... Mais c'est vrai, parce que tantôt, quand il parlait des 4 manières de gagner du pouvoir, il n'y avait comme pas cette notion-là. La plupart de ces plans tombent à l'eau à cause du... Il n'y en a pas parlé dans la vidéo, mais dans le prince, oui, c'est le... Voilà. Du renseignement militaire pour contrecarrer justement le brouillard de guerre et le manque d'informations. Quatrièmement, la petite guerre. Alors, il faut savoir que Napoléon, en 1808, il va attaquer l'Espagne, il va véritablement se casser les dents parce que les Espagnols ne veulent pas être soumis à Napoléon, et ils vont donc entamer ce qu'on appelle la guérilla ou la petite guerre, c'est-à-dire des attaques asymétriques qui sont à la fois rapides, qui sont soudaines et qui essayent de faire le maximum de dégâts à la grande armée. C'est notamment des embuscades dans la région de Bayonne, etc. Et la petite guerre, ça a été repris par Clausewitz parce qu'il estime que c'est une nouvelle forme de guerre qui peut être particulièrement efficace, surtout quand on a des difficultés face à notre adversaire. Moi, j'ai vu dans mes cours d'histoire que c'est les Autochtones qui avaient comme pas mal appris cette manière de faire-là. Il faut savoir que cette idée de guerre ça a été pratiqué au Canada par justement qu'on appelait la manière autochtone de faire la guerre, mais les colons français, en fait, les Canadiens, les descendants des colons français, ont adopté cette manière-là de faire la guerre. C'est pour ça qu'on parle de la petite guerre ici, c'était ce que la milice canadienne, si tu veux, faisait en Nouvelle-France. OK. Wow, cool. Oh là 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 là, hein? Cette idée de guerre asymétrique, ça a été analysé. Asymétrique, c'est que des fois, t'envoies 10 gars contre l'armée de sang, puis ils vont juste courir pour aller faire pipi dans les céréales. Très analysé, parce qu'il a mis en place des tactiques de contre-insurrection. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Ou pire, genre. Donc, la petite guerre, ça peut être particulièrement efficace, mais attention, chatouiller, les tactiques de petite guerre ou de guerre aussi bien utilisées par le groupe armé condamné par la Grande Armée. Convention de Genève. Pendant le Vietnam, les Américains ont utilisé l'opération Wandering Soul, qui visait en fait à passer en hélicoptère avec des bruits chelous de fantômes pour faire flipper les Vietnamiens et les faire déplacer dans des zones contrôlées par les Américains. Donc en fait, ça comprend une idée aussi de casser le moral de l'ennemi. Pareil, l'offensive du Tet en janvier 68, les Américains étaient persuadés que les Vietnamiens n'attaqueraient pas parce que c'était la veille du jour de l'an. Je peux te dire que les Vietnamiens ont attaqué, ça a été un sacré feu d'artifice. Cette idée de petite guerre, elle a été aussi pratiquée pendant la guerre d'hiver qui a opposé donc la Finlande à l'URSS, avec des petites unités mobiles qui se déplaçaient à ski en utilisant des camouflages blancs. Beaucoup à la guerre actuelle d'ailleurs. Et qui utilisaient massivement des tirs notamment. C'est ça. Moi, à chaque fois que je vois des comptes rendus sur l'Ukraine comme ceux que Jason, je pense toujours à la guerre. Donc la petite guerre, c'est attaquer l'ennemi qui attend le moins et casser le moral de ce dernier le plus possible. Moi, il y a une affaire que on va parler bientôt. Certains auteurs comme Michel Onfray estiment que les attentats que la France a connus, notamment ceux du Bataclan et Charlie Hebdo, sont des manifestations en quelque sorte de la petite guerre de Clausewitz. Et cinquièmement, la notion de courage et d'audace. Pour Clausewitz, le courage des soldats, c'est à la base de tout. Si les soldats ne sont pas courageux, ils ne peuvent pas aller au front, ils ne peuvent pas être efficaces. Et il dit que deux moyens de stimuler le courage donc des soldats, c'est soit par le biais idéologique, donc le patriotisme, ou par la religion. Pourquoi? Parce que si tu es religieux, tu te dis que si même tu meurs, c'est pas grave, tu rejoindras le paradis, puisque tu te seras combattu vaillamment, c'est le Valhalla en quelque sorte, tu pourras boire des bières au paradis, quoi. Donc en fait, tu ne craignais pas la mort. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui en Europe, la plupart des jeunes ne voudraient pas se battre pour leur pays, tout simplement parce qu'il y a une perte donc de la notion patriotique,
Et en plus de ça, une perte du sentiment religieux. En plus du courage, Clausewitz part du principe que l'audace est aussi extrêmement important, notamment chez les tacticiens militaires. L'audace, ça te permet de mettre en place des stratégies qui peuvent être particulièrement payantes. Il y a une anecdote, c'est le prince Murat, donc, qui commande une partie de la Grande Armée, qui doit passer un pont sur le Danube avec les Autrichiens en face, donc ils sont en déterre, et le pont est miné. Donc il peut exploser à tout moment, et la Grande Armée, elle peut complètement se faire détruire. Donc Murat décide de la jouer au bluff, il traverse le pont, et il dit aux Autrichiens que le traité de paix a été signé et que par conséquent il peut passer. C'est un coup de bluff, c'est de l'audace, c'est le panache à la française, c'est Cyrano de Bergerac, donc c'est tout ce qu'on aime, et c'est validé par Clausewitz qui estime que le courage et l'audace sont deux qualités qui sont extrêmement importantes à la fois pour le combattant, mais aussi pour les tacticiens. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Il y aura d'autres vidéos. Le gars, il a dit non, c'est correct. Maman a dit oui. Le papa le laisse aller. De Galula. N'hésite pas à commenter, aimer, partager. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, Baron. Wow, ouais, c'est moi dire comme toi, il parlait rapide. Il y a une affaire avant, moi que j'ai remarqué dans celle-là, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la technique, je dirais, les manières de faire la guerre, plus que, tu sais, là, j'ai eu comme l'impression que là, on parlait des technologies modernes un peu plus par rapport à, comme il y avait une recette dans le temps avec Sun Tzu encore, là, que... Tu sais, j'ai pas eu l'impression que l'évolution du concept tenait compte de la technologie avant d'entendre Clausewitz. C'est probablement ça que j'essaie de dire. Mais je te dirais, c'est parce qu'on ne voit que des petits bouts de Machiavel. Thomas Hobbes s'en est pas préoccupé, mais Machiavel a écrit aussi un livre qui s'appelle L'art de la guerre. D'ailleurs, c'est le seul livre qui a été publié de son vivant, c'était celui-là. Qui n'est pas très intéressant à lire, puis qui essaye de réhabiliter les tactiques de l'Antiquité puis de les adapter à l'Italie du 16e siècle. OK, bon. Mais lui aussi, il va rentrer là-dedans, chercher la formule, la meilleure armée, la meilleure... dans le livre, tu as des petits graphiques pour te montrer comment les soldats doivent être placés, tout ça. Là, c'est vraiment de jouer à Axis and Allies avec... je veux dire, c'est weird, là. On pourrait tout faire ça, mais lui, il l'a fait. Là, ils vont s'en aller à gauche, puis là, ils vont tous crier Ninja, puis là, tout le monde va aller acheter une pizza. C'est sûr que ça va marcher. Ouais, puis il dit qu'il y a des pics, qui c'est qu'il y a un arquebuse, parce que c'est le début des armes à feu. C'est comme. C'est malin, tu regardes ça, puis tu dis. Il va vraiment dans le détail. Là, fait que sinon, qu'est-ce que. Y a-tu des choses à rajouter sur Clausewitz, toi, de. On va retenir juste un truc de Clausewitz, c'est explicite dans la vidéo, il l'a dit. La guerre, la phrase la plus célèbre de Clausewitz, c'est celle que, quand quelqu'un connaît une citation de Clausewitz, c'est celle-là, c'est « La guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens ». C'est-à-dire que la guerre en elle-même n'a pas de sens si elle ne vise pas à poursuivre des buts politiques. Ouais. Ça, il y a plein d'interprétations qui peuvent être faites de cette citation-là, mais l'idée toujours, c'est de dire, si tu veux comprendre la dynamique de la guerre, faut que tu regardes les objectifs politiques qui sont en arrière. Et la guerre doit être menée de manière à respecter les objectifs politiques. Si tu as des petits objectifs, ben, tu t'engages pas trop de ressources. Ouais. Mais si c'est ta survie ou on veut te chatouiller le Kiev, ben là tu vas me mettre le paquet. On veut te chatouiller le Kiev, mesdames et messieurs. Hey, ça prend quelqu'un qui va découper ça, c'est de toute beauté. Puis là, après ça, il y a des affaires qui, mettons, une guerre passionnée de... Comme le gars qui a pris la blonde, là, Achille, puis toute la guerre de Troie, là, que c'est juste pour une madame, genre. Mais la madame, elle a genre... Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est comme dans le sens que, il me semble, c'est évident tellement. Ils ont tout attendu ce temps-là avant d'avoir Clausewitz qui formule la patente. Il le dit comme ça. Mais ce qui nous rappelle maintenant, Clausewitz, c'est que quand c'est à la fois, c'est pour mener la manière de mener une guerre, mais aussi comment tu règles la paix. C'est-à-dire, il faut que tu saches ce que tu veux quand tu vas en guerre. Un des problèmes qu'on a actuellement avec Poutine, c'est qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'il veut. Ouais. Puis il l'a même pas dit à personne non plus. Il prétend que c'est pour dénazifier. Je veux dire, c'est pas un objectif de guerre. C'est ridicule comme ça va tout le temps. Mais il est arrivé. Oui, Jésus, excuse, vas-y, je continue. Parce que je suis en train de faire le shift vers notre dernière vidéo qui dure seulement 3 minutes et qui va nous parler d'un autre personnage.
C'est ça. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ces champs de bataille européens, en France notamment, dans le nord de la France, là, où on se rentrait dedans, puis on essayait de percer les lignes de l'adversaire, puis ça avançait pas, puis ça bougeait pas. Il est arrivé un truc, à un moment donné, où on réalise que les États qui sont rentrés dans la Première Guerre mondiale ne savent pas trop pourquoi. C'est-à-dire que leur but de guerre ou leur objectif ne sont pas clairs. C'est quels objectifs politiques c'est censé servir de cette espèce Ouais. Puis des fois, ça peut être un traité de v'là 15 ans, puis que plus personne n'en parle. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, il faut que tu viennes m'aider à déménager, parce que je suis allé t'aider. Puis t'es marié avec ma cousine, comment ça, tu restes chez vous en fin de semaine? Il faut que tu viennes m'aider à déménager. » Ce genre de patente-là. Fait que tu rentres en guerre parce que tu vas aider ton voisin à déménager, tu sais pas, parce que tu as dit que tu irais, mais une fois que tu es rendu dedans et tu te casses le dos à traîner le frigidaire, ben tu te dis, OK, c'est quoi mon but, là? Pourquoi je suis ici à part d'aider? Mais à un moment donné, la logique de guerre, elle se nourrit, puis les États se tapent dessus, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ont oublié pourquoi ils se tapaient dessus. Ouais. Et là, c'est comme ça qu'on va connaître notre 5e personnage, qui est totalement différent, qui n'est pas un réaliste. Il appartient plutôt à l'école. Certains, les réalistes appellent ça l'école idéaliste par opposition au réalisme, dans le sens... Les woke. Ouais, c'est pas les woke, c'est les libéraux. Les woke, c'est les postmodernes. Je voulais faire une blague de woke. mais de la manière que tu build c'est le concept de vouloir... C'est la guerre juste ou pas de guerre. Ouais, ben j'ai l'impression... OK, ouais. Un petit peu comme Jason disait l'autre fois aussi, c'est que les balles de poule, il faut tenir compte de ce qu'il y a dedans, les balles de poule. Là. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en train d'aller là. Puis moi, j'ai eu des cours de philosophie à un moment donné. On a parlé de l'école de Francfort, puis t'avais l'air de builder un petit peu vers comme la théorie de la morale kantienne adaptée aux nouvelles technologies puis au reste. J'adore ce qui est en train de se passer. Je vais double-cliquer. La dernière c'est ça, cette dernière vidéo-là donc parle de l'école libérale. Vous allez voir que lui, le président américain au cours de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Woodrow Wilson, va apporter une vision de qu'est-ce que pourrait être un monde de paix. Comment on peut abolir la guerre ou faire disparaître la guerre, et il va proposer, donc c'est ce qu'on va voir très brièvement, c'est très très court, mais qu'est-ce qu'il va proposer pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et éventuellement régler le problème de la guerre d'une manière définitive. Vous ne serez pas surpris, vous allez reconnaître bien des choses là-dedans. Désolé, c'est en anglais. C'est le seul... J'ai pas trouvé de truc sur les 14 points de Wilson qui serait intéressant comme ça en français. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est le type... Comment s'appelle donc l'animateur de ça? C'est Andy Neidl. C'est un projet qu'il a fait pendant 4 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2018, dans lequel, à chaque semaine, il te racontait ce qui est arrivé un siècle plus tôt dans la même semaine. Fait que tu avais la Première Guerre mondiale qui se déroulait semaine par semaine sous tes yeux, puis chaque épisode dure 12 minutes. Mais tu pouvais suivre, tu disais, OK, il y a exactement 100 ans, voilà ce qui s'est passé dans la guerre. Okay. Bon, il y a un accent, c'est sûr. Là. Et nous, on va écouter juste les 3 premières minutes de cette vidéo-là parce que c'est en janvier 1918 que Wilson propose sa solution à la guerre. 1917 is over, but the war is not. But even as nations plan huge new offensives in the field to hopefully make such an end a reality, one man alone is putting into words his specific hopes for a post-war world, Woodrow Wilson. I'm Indy Neidl. Welcome to the Great War. Last week, the Italians pushed the Austrians back at the Piave River, and the British advanced from Jerusalem in the Middle East. Russia had left the war and was negotiating peace with the Central Powers, but civil war had broken out in the former Russian Empire, with many regions declaring independence and the Soviet army occupying Kharkov. Here's what followed. There were developments in the ongoing Russian peace process. On the 7th, Leon Trotsky and other Russian delegates returned to Brest-Litovsk for more negotiating after a holiday break. Trotsky was now there to hopefully prevent Central Powers' demands for huge chunks of Russian territory with the threat of world revolution, and specifically, revolution within Germany.
On the 5th, the Ottomans communicated their peace terms to Russia. These include total Russian demobilization and disarmament and the annulment of treaties relating to Persia. The Ottomans would remain armed and mobilized and were intent on recovering lands in eastern Anatolia lost to Russia in 1878. That sort of clashed with something that was going on in the U.S. this week. President Woodrow Wilson made a speech to Congress outlining his 14 points for peace on the 8th. This was a statement of principles that would hopefully guide peace negotiations to end the war. The points were: 1. Open diplomacy with no private international understandings. 2. Freedom of the seas. 3. Removal of economic barriers and equality of trade. 4. Reduction of armaments to the lowest point consistent with domestic safety. 5. Colonial claims to be adjusted and the interests of the populations concerned must have equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined. 6. Evacuation of Russian territory and developmental assistance there. 7. Evacuation and restoration of Belgium. 8. French territory evacuated and the wrong done to France by Prussia in 1871 over Alsace-Lorraine be righted. 9. Italian border readjusted by nationality, giving Italy the Austrian South Tyrol. 10. Austro-Hungarian peoples allowed autonomous development. 11. Romania, Serbia, and Montenegro evacuated and Serbia given access to the sea. 12. Non-Ottoman nationalities in the Ottoman Empire to have autonomous development and the Dardanelles permanently open for free commercial passage. 13. Formation of an independent Poland with access to the sea. And 14. A general association of nations with mutual guarantees of independence and integrity must be formed. A lot of this doesn't go as far as you might think on the surface. Tabarnak, dude. Rendu là, si rajoute 15, everyone gets laid. Hey, c'était dense, ça, là? C'est très dense, mais on va juste résumer ça en quelques points, parce que c'est sur les 14, ça peut se résumer en quelques points, mais ici, on a vraiment une vision, je te dirais, libérale, on pourrait dire capitaliste, ou la vision qui correspond au système politique américain, qui encore aujourd'hui a de l'influence, même si beaucoup d'Américains, dont les Trumpistes, dénoncent Woodrow Wilson, mais ça imprègne encore fortement la mentalité américaine que cette manière d'aborder les relations internationales. Ben oui, l'idée, c'est de dire... Lui, il est arrivé avec des solutions, il a dit on va faire ça, tout va se calmer, puis on va juste faire de la business tout le monde ensemble. Mais c'est exactement, c'est comme vraiment la manière américaine. C'est-à-dire que tu vas chercher les bases de la société américaine, puis les bases le système politique américain, puis tu les transposes aux relations internationales. Commerce, hein, le commerce, quand on commerce ensemble, on ne se fait pas la guerre. T'sais. Deuxièmement, très important, c'est tous les ajustements de frontières dont il parlait. C'est en fait l'idée que chaque peuple doit avoir son État. C'est le principe d'autodétermination des peuples. Okay. Et Wilson dit, c'est que si chaque peuple a son territoire à lui, fait ses affaires de son côté, ben, t'enlèves une grosse raison de se faire la guerre. L'autre élément qu'il apporte, c'est aussi de dire, c'est le point 14, c'est d'avoir de bonnes institutions. Comme aux États-Unis, ben, t'as le Congrès, t'as le président, t'as la Cour suprême qui s'équilibre et qui gère les relations dans les États-Unis. Mm-hmm. Ben, faisons pareil au niveau international. Ayons au moins une assemblée qui va permettre aux États de discuter entre eux, éventuellement que s'il y en a un qui fait une niaiserie, ben, on va pouvoir le sanctionner. Tout le monde, on va se mettre ensemble pour le sanctionner. Et c'est ce qui va donner, en 1919, ce point-là, c'est l'origine de la Société des Nations, la première institution internationale à vocation de paix. C'est l'ancêtre des Nations Unies d'aujourd'hui. C'est à ce moment-là l'idée centrale des Nations Unies, qui était portée elle-même d'abord par la Société des Nations d'abord, ben c'est Woodrow Wilson qui l'avance. Et c'est là, si tu veux, il nous propose, lui, une solution capitaliste ou américaine, si tu veux, pour mettre fin définitivement aux guerres. Donc, il tranche beaucoup avec tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Pour les libéraux, la paix perpétuelle ou la paix définitive est possible si tu es un bon libéral, que tu suis les bons principes libéraux. Puis là, écoute,
si chaque peuple a son État, si on ramène encore une fois à Sun Tzu au début, que là, il y avait plein de chicanes, même les Florentins aussi, il y avait plein de chicanes, chaque peuple avait son affaire, fait qu'on dirait que l'histoire est pas d'accord avec la stratégie proposée par Woodrow Pantoute, là, Là-dessus, non. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que des principes de Wilson, celui-là, c'est le premier qui va disparaître ou qu'on va oublier. Là. OK. Au profit du cash, genre, quelque chose de même. Si tu me permets, Stéphane, c'est une de mes plus belles ironies de l'histoire, c'est que les États-Unis ne vont pas adopter ces points-là. Oui, c'est ça. En plus, les Américains vont se retirer de la société. Ils n'adhéreront pas à la Société des Nations. Mais oui, à la base aussi, ils sont même pas... je veux dire, c'est pas leur guerre, c'était une guerre mondiale, la première, mais les États-Unis, ils ont juste vendu du stock. On n'a pas reçu de bombes, on n'a pas envoyé tant de... Très reculons. Hein. Ouais, genre, en tout cas. Fait que c'est pour ça que ça leur a pris 3 ans à arriver aussi. La Première Guerre mondiale commence en 1914, puis les Américains arrivent en 1917. On vient voir si vous avez encore besoin d'aide à déménager, puis s'il reste de la pizza. By the way, j'en vends de la pizza. Vous voulez mal l'acheter? Ah ouais, un Pizzagate, avec Prof Roussel. Merci bien gros, Stéphane Roussel. Merci de m'avoir donné cette occasion-là. J'espère que ça n'a pas trop démoralisé. Moi, j'ai trouvé ça hot. C'est plus des constats neutres, là. Après ça, on peut faire ce qu'on veut avec. Comme là, Woodrow Wilson, on a l'impression que le concept de laisser à tout le monde plus d'États, puis créer comme une assemblée des nations, on a l'impression que ça pourrait comme être lawful good, entre guillemets, mais c'est vraiment pas ça le rendu. Si peut-être ça faisait partie du plan depuis le début de se retirer des affaires puis de juste convaincre les autres de faire comme eux autres ils voulaient pour qu'il y ait du commerce partout, qu'on domine le monde puis que finalement on réussisse à faire l'Inspecteur Gadget 2. Hein. Ça, c'est un bon film, ça. L'école réaliste moderne, telle qu'elle existe aujourd'hui, celle qui se réclame de Clausewitz, de Machiavel puis de Hobbes, va naître, la version actuelle, elle va naître en réaction à ces idées, à cet idéalisme. Les réalistes vont dire, c'est parce que vous avez suivi les conseils de Wilson que vous avez pensé qu'une organisation qui peut limiter la souveraineté des États, c'est à cause de ça qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, ouais. Puis, mettons, ça pourrait-tu être parce que le commerce était comme plus ouvert et tout, que les Russes, les Soviétiques sont allés chercher les Américains pour les aider à bâtir leur infrastructure, comme Jason nous parlait l'autre semaine, pour peut-être fatalement... En tout cas, non, je me suis mal exprimé. Mais me semble mais t'étais sur un truc quand même, Tommy. Tout est comme lié. C'est de ne pas entraver le commerce. Les Américains, c'est une game qu'ils jouaient en même temps. Là. OK. Les réalistes qui disent, c'est que au lieu de répondre à Hitler, la montée du nazisme avec l'armement, on l'a comme laissé faire un peu, puis jusqu'à temps qu'on a perdu le contrôle, puis la guerre, il y a eu une guerre, tu sais, au lieu de lui faire peur, puis que là, tu sais, il reste à les sanctions, whatever, là, ils sont allés pareil aux Jeux Olympiques, puis blabla, là, il y a... Excuse-moi, j'aurais dû fermer ma gueule. C'est que ce qu'ils disent, les réalistes, c'est que le postulat de Wilson a échoué Moi, j'aime utiliser l'expression « a échoué le test d'acide ». OK. C'est pour ça qu'ils se disent « on est des réalistes ». C'est que oui, c'est des belles idées exprimées, mais une fois que c'est arrivé sur Ouais. On a la réalité, ça n'a pas tenu. Puis les fascistes, ils ont profité du fait que leurs opposants étaient des pacifistes. Pour monter une pour se réarmer, puis tranquillement avaler les territoires autour. Puis là, les réalistes des années 50, ils ont dit, voyez, c'est ça que ça donne. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut contenir le communisme pour pas que ça fait comme ça a fait avec les nazistes. Puis là, après ça, une couple d'années plus tard, par contre, l'Assemblée des Nations s'est rendue les Nations Unies. Fait que l'idée a comme l'Assemblée des Nations, elle a été dissoute, oublie pas. Là. Non, mais je veux dire, justement, ils en ont profité, blablabla. Là, on dirait que c'est comme deux pôles qui sont tout le temps en train de s'échanger un petit peu l'idéologie principale. Puis là, après ça, c'est devenu la guerre froide. Puis là, à la rigueur, on est en train de peut-être expliquer la peur du mondialisme qui est sûrement carburé par des fermes de trolls russes, par des idées un petit peu fringe, même la Chine ou whatever. Je pousserais même ça plus loin, Tommy, c'est que présentement, mettons que je serais un réaliste, là. OK.
Ils disent, on a la preuve, en fait, avec ce qui se passe avec la Russie en ce moment, les idées de Wilson, ça ne tient pas parce qu'on est incapable, autrement que par la guerre, de battre les Russes. Tu sais, les sanctions, on est en train de se rendre compte, ça ne l'a pas arrêté. La diplomatie, ça ne l'a pas arrêté. Il y a des grosses tensions au sein de l'Europe en ce moment parce que là, l'Allemagne, tout le monde autour de l'Allemagne dit hey, arrête d'acheter du gaz russe. Ouais. Là, l'Allemagne est comme ouais, mais c'est parce que j'en ai besoin, tu sais. Ouais. Et c'est comme une espèce de. Un réaliste dirait c'est la preuve que le libéralisme, ça ne fonctionne pas. Ouais. Fallait être prêt à répondre à la menace. C'est du dance. Écoutez, messieurs, encore une fois, merci à Stéphane Roussel. Il reste avec nous pour... Oui, je reste avec vous. Je vais juste répondre à Julie B que j'aimerais beaucoup parler de l'Arctique et les frontières canadiennes dans le Nord. Mais on va peut-être se garder ça pour une autre fois, parce que là, j'empiète sur le temps. Écoute, Stéphane, je voulais te poser cette question-là, justement. Ah, pardon? Je voulais te poser cette question-là, justement. Sur l'Arctique. Oui. Parce que je t'ai écouté au crachoir dimanche passé. Puis tu mentionnes que le Canada a une nécessité d'assurer sa souveraineté dans l'Arctique. Et de prendre ça au sérieux, puis de ne pas laisser ça à d'autres, parce que justement, les Russes pourraient empiéter là-dessus. Et moi, j'ai tout le temps trouvé que cet argument-là ne tenait pas en compte la géographie. Oui, j'essaie de replacer. Je parlais-tu du plateau continental? Est-ce que tu te souviens? C'est que je vois pas comment les Russes pourraient être une menace dans le Nord. Parce que d'un point de vue logistique, je trouve que ça fait aucun sens. Je répète constamment, effectivement, qu'il n'y a pas... Le Canada est vulnérable dans le Nord, mais il n'y a pas de menace vraiment. D'être vulnérable quand il n'y a pas de menace, c'est pas si grave que ça. Ça, c'est le point que je répète et qui me distingue la plupart de mes collègues. La plupart de mes collègues ne sont pas d'accord avec moi. Moi, j'estime, pour les mêmes raisons que tu dis, pour des questions d'accessibilité, c'est tellement compliqué d'aller là, puis il n'y a pas d'infrastructure, puis qu'il n'y a pas de menace. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de menace militaire. Okay. Néanmoins, il y a de la nécessité quand même pour le gouvernement de donner des services constabulaires. Je veux dire que tu t'assures qu'il n'y ait pas d'activité illégale qui se produisent, comme des bateaux qui peuvent vouloir traverser le passage du Nord-Ouest, des bateaux qui ne sont pas en état et qui risquent de créer des désastres environnementaux. Si justement il arrive un désastre environnemental, il faut que tu sois capable d'y aller. Donc oui, il y a un rôle pour le gouvernement. C'est le fun aussi que ça laisse comme une espèce de place de recherche pour d'autres affaires. Là. C'est une base militaire, mais on peut faire quand même d'autres affaires là-dedans. Ah oui? Mais si on revient, je pense que c'était Machiavel là, qui disait que si on peut mettre notre ennemi à terre puis qu'on le fait pas, on va risquer de le regretter parce que lui, il va nous mettre à terre plus tard. Puis là, tu es en train de me dire que la Russie est en train de voir qu'on a une faiblesse. Puis là, non, en tout cas, Machiavel, il est mort, il a gagné Love Story. Ça veut pas dire que c'est ça, hein? Ouais, mais Tommy le Russe, il sait bien que Jason, le Canadien, il est ami avec Oncle Sam. Que ça pose un petit problème pour Tommy le Russe. Ouais, je comprends. Oui. Ben, c'est ça, hein, le pouvoir de l'OTAN. mais en fait, il y a 4 conflits territoriaux dans le Canada, a 4 conflits territoriaux, puis c'est tout avec des alliés. C'est 2 avec les États-Unis, puis 2 avec le Danemark. Oui, l'histoire du Danemark, il laisse tout le temps une bouteille de scotch, puis là, ils s'en vont mettre une bouteille de schnapps, genre, là, juste pour comme c'est notre Exactement. île. C'est l'île de Hans. Ces conflits-là sont ces 2 conflits-là que le Danemark sont absolument mineurs. Il devrait régler ça à la façon de Clausewitz, là, une game de hockey, comme un duel. Là. Ben non, c'est pas fair. Voyons, c'est des Danois. Ceux qui gagnent la game de hockey. On joue à Magic à la place, Jason. Ça va être kiff. Hey, merci encore une fois. Ce qu'on va faire, juste pour se donner une petite transition, moi, je vais couper le bout. Je vais arrêter ça là. Ça va être un extrait qu'on diffusera un petit peu partout, ce qu'on vient de regarder. Je vais mettre une nouvelle tune qui est sortie aujourd'hui de Pink Floyd pour nous laisser tout le monde aller faire pipi. Ça fait 28 ans que Pink Floyd n'ont pas fait une nouvelle chanson et c'est sorti aujourd'hui. Et ça s'appelle Hey Hey Rise Up. C'est un clip que tous les profits vont aller à l'Ukraine. Et on s'en va après ça sur le bloc Jason Selected.
à ce très, très dense addendum. Yeah. Merci encore une fois à Stéphane Roussel. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté. Avec plaisir. T'es-tu, on peut en parler là, t'es-tu sur un réseau social si on invite les gens à te suivre? Je m'excuse si je l'avais déjà demandé. On s'en Tu m'avais demandé ça à 70%, puis tu avais eu une phrase magnifique qui disait « OK, toi, t'as rien à vendre. » Ah, ouais, j'ai rien à vendre. Effectivement. Fait que ça J'avais trouvé ça génial. T'sais. Merci, ben gros, d'être venu nous voir. En tout cas, on écoute Pink Floyd. Moi, je reste avec vous. Je m'en vais pas, moi. Je l'ai pas encore écouté.